Paul Sugy, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et puis merci à vous tous qui continuez à nous suivre. Continuez bien sûr à vous abonner. C'est un simple clic. Et puis à parler de nous autour de vous et à commenter ces vidéos. Alors Paul Sugy, comme toujours, la tradition de cette émission, c'est de commencer par une citation. J'ai choisi pour vous Lénine. Faites-leur avaler le mot, vous leur ferez avaler la chose. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, bien sûr, en lien avec l'essai que vous avez publié tout récemment, L'extinction de l'homme, qui porte sur la question de l'antispécisme. Elle est passionnante cette citation. Alors j'aurais dû faire le jeu des devinettes avant de commencer. C'est soit Trotsky, soit Lénine. Mais normalement, j'ai trouvé Lénine, mais c'était peut-être une mauvaise source. Non, je crois que c'est bien Lénine. Et effectivement, c'est d'ailleurs une des choses que j'essaie de rappeler aux gens qui me posent des questions sur l'antispécisme, c'est que déjà, le fait d'employer le mot même d'antispécisme, c'est quelque part leur donner en partie raison, puisqu'en fait, c'est un concept qui a été forgé par des militants de la cause animale radicale, et que parler d'antispécisme, ce serait presque dire que ceux qui veulent, au fond, défendre la vision traditionnelle, au fond, selon laquelle l'homme a une dignité supérieure à celle des autres animaux, eh bien, ce serait se positionner du côté des spécistes, donc les gens qui défendent des discriminations, des hiérarchies entre les espèces. Or, précisément, il me semble que l'enfer de ce débat, c'est de s'enfermer justement un petit peu dans une posture où on défend les intérêts d'une espèce contre une autre. Et moi, j'ai pas du tout l'impression que parler de la dignité humaine, c'est dire l'homme est une espèce un peu mieux que les autres. Non, en fait, c'est dire que l'homme est une espèce complètement à part et que précisément même définir l'homme par son appartenance à une espèce animale donnée, en fait, c'est passer à côté justement de ce qui fait toute la spécificité de la personne humaine. Parce que les espèces, c'est la façon dont on classe en fait les différents animaux en catégories. Or, justement, il me semble qu'on ne peut pas dire que l'homme est seulement un animal. L'homme est un animal, mais il n'est pas un animal comme un autre, il est infiniment plus qu'un animal. Donc parler d'antispécisme ou de spécisme, c'est effectivement déjà faire avaler un mot pour faire avaler au fond dans le débat public et à tous ceux qui récupèrent ce lexique militant, l'idée selon laquelle la cause animale est une question de hiérarchie entre espèces, alors qu'en fait c'est beaucoup plus que ça. La question profonde, je pense qu'on va avoir l'occasion de revenir un peu là-dessus, c'est pas est-ce qu'on doit être pour ou contre certains droits, certaines pratiques à l'égard des animaux. En fait, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on regarde la personne humaine, comment est-ce qu'on définit ce qu'est l'homme, et pourquoi justement est-ce que c'est extrêmement réducteur de ramener l'homme à son animalité. Vous avez fait un parfait résumé de cet essai. C'est volontaire de l'avoir justement intitulé « L'extinction de l'homme » et de ne pas avoir fait figurer l'antispécisme dans le titre. Alors, il me semble que l'antispécisme, les gens ne savent pas encore tous ce que c'est. Donc, il y a déjà un côté un peu marketing. Je pense que c'est mon éditeur qui a dû d'ailleurs m'avertir à plusieurs reprises. Il m'a dit, chaque fois que tu lâches le mot dans le livre, n'oublie pas que pour beaucoup de gens, on ne sait pas encore très bien exactement de quoi il s'agit. Alors, j'ai l'impression qu'entre le moment où je me suis attelé à la rédaction de ce livre, c'est-à-dire il y a à peu près 2 ou 3 ans, je pense. Et maintenant, le terme est beaucoup plus connu. Et d'ailleurs, je m'étais un peu intéressé... En très peu de temps, d'ailleurs, il a colonisé les esprits. Je crois. Et en fait, un des indices pour voir ça précisément, c'est l'outil Google Trends qui permet de voir le nombre de requêtes liées à un mot-clé donné. Et donc, en effet, l'antispécisme a vraiment bondi dans les recherches des internautes ces dernières années. Ce qui montre bien donc, que les gens l'identifient un peu plus. Mais enfin... Ça reste un mot un peu barbare, très technique, et on ne sait pas bien toujours à quoi il fait référence. Alors, les gens voient beaucoup plus facilement ce que c'est que le véganisme. Un vegan, c'est quelqu'un qui ne mange pas de viande, qui ne mange pas non plus de poisson ou d'œufs, et en fait qui ne consomme aucun produit dont la production a supposé à un moment ou à un autre l'exploitation des animaux. Donc pas de cuir, pas de miel, pas de lait, pas de rien du tout, rien. Mais là, on est dans le registre de la pratique. Et l'antispécisme, c'est l'idéologie qu'il y a derrière. Alors, quand on est un antispéciste, souvent on est vegan. Sinon, on n'est pas cohérent avec ses idées. On ne met pas son action individuelle en cohérence avec son idéologie personnelle. Mais l'antispécisme, c'est beaucoup plus simplement que dire il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. C'est vraiment la redéfinition du regard qu'on porte sur l'animal et sur l'être humain dans nos sociétés. Et donc, moi, c'est d'abord le sujet de mon livre, c'est-à-dire que vraiment, je m'intéresse à cette idéologie-là, mais je ne m'intéresse pas tant à cette idéologie pour dire ce qu'elle est ou ce qu'elle définit, que surtout pour dire ce dont elle nous prive. Parce qu'au fond, il y a des choses qui sont intéressantes dans l'antispécisme, il y a des choses qui sont passionnantes dans la question animale, et c'est une question qui, objectivement, est devenue incontournable. Quand on voit la réalité de ce
qui est devenu parfois l'élevage intensif, l'élevage industriel. Moins dans nos pays souvent qu'ailleurs. D'ailleurs, il faut peut-être le rappeler, la France est plutôt une bonne élève en matière de pratique d'élevage. Mais enfin, quand on voit ça, on se dit qu'il y a certainement des questions à se poser sur la façon dont on traite les animaux. Donc moi, mon but, c'est de dire l'antispécisme nous emmène sur une pente glissante qui est celle, laissons de côté, un moment de côté les animaux, mais qui est celle vraiment de l'oubli de ce qu'est l'humain dans sa spécificité propre. Et je suis tout à fait favorable à ce qu'on se pose la question de nos devoirs à l'égard des animaux, mais en aucun cas ça doit se faire par l'abolition de ce qu'est l'homme ou par l'extinction de ce qu'est l'homme. Or, l'antispécisme, au fond, qui renonce donc à penser la réalité du monde animal en termes d'espèces, et en particulier d'espèces hiérarchisées entre elles, ne peut que nous entraîner au fond à laisser de côté la notion d'humanité, c'est-à-dire une communauté de destin formée par tous nos frères et sœurs qui partagent justement avec nous cette humanité et qui auraient en commun avec chacun des autres membres de la communauté d'être les récipiendaires d'une vie empreinte d'une forme de dignité qui est une sorte de sacralité, voilà, quelque chose qui place cette vie à part de la nature. Bon, donc, et penser cette humanité-là est devenu incompatible avec l'idéologie antispéciste, et c'est vraiment l'angle que j'essaie de donner à ma réflexion, c'est de dire la question animale, la réflexion sur les droits des animaux, etc. Pourquoi pas? Mais pitié, pitié, que cela ne soit jamais un prétexte pour combattre notre identité en tant que personnes humaines. Et je crois que parfois, même assez régulièrement, la question animale est un peu instrumentalisée, pas tant pour parler des animaux, qu'au fond pour déconstruire l'idée qu'on se fait de l'humain et pour, au fond, mettre à terre la vieille anthropologie qui a présidé au destin de nos sociétés depuis 25 siècles, c'est-à-dire depuis ses fondations dans la pensée classique, grecque puis latine, et puis ensuite reprise par l'anthropologie chrétienne, l'idée de personne humaine telle qu'elle a été définie par les pères de l'Église, qui ensuite s'est laïcisée, mais qu'on a retrouvé quasiment à l'identique dans l'homme des droits de l'homme, hein, qui reste malgré tout un homme dont justement la simple appartenance à l'humanité lui vaut d'être bénéficiaire de droits inaliénables et là encore sacrés. Et bien voilà, tout ce tome qu'on a baladé d'une philosophie ou d'une religion ou d'une tradition de pensée à une autre a au fond toujours été un petit peu le même homme, et là tout d'un coup il faudrait le déconstruire et dire attendez, en fait on s'est peut-être trompé jusqu'à maintenant, on a voulu faire croire que l'homme avait un destin surnaturel ou qu'il était placé au-dessus de la nature, c'est pas vrai du tout, l'homme c'est un animal comme les autres, et qu'il soit plus intelligent ne change rien à l'affaire. Voilà. Ben, ça c'est vraiment ce contre quoi je me bats, et c'est pour ça que j'ai voulu répondre aux antispécistes sur ce point précis. On va aller au cœur un peu de votre essai de l'extinction de l'homme. Je voulais juste vous le présenter pour commencer l'émission. Donc, vous êtes journaliste au Figaro. Vous avez intégré l'école normale supérieure, Ulm, en sciences sociales et philosophie, si je ne me trompe pas. Oui, absolument. Ouais. Également Sciences Po Paris. On a un point commun, c'est que je crois que le meilleur souvenir de vos études, c'était la classe préparatoire littéraire. C'était génial. Hippocanicale. Les meilleures années de ma vie. Merveilleux. C'était extraordinaire. On passe sa vie à apprendre, on ne sait plus où ça s'arrête. On apprend l'humilité du savoir. Ça, c'est... Enfin, je ne sais pas si vous avez des souvenirs. En fait, on se sent d'abord extrêmement... J'étais au Chartreux, à Lyon. Ouais. En fait, je ne suis pas du tout rentré en prépa. J'étais là depuis la 6e. Donc, c'était assez naturel, quand on a une bonne classe de prépa littéraire après la terminale, de rester, du coup. Puis, le supérieur de l'institution m'avait bien fait comprendre qu'il préférait que je reste. Parce qu'à l'époque, évidemment, je rêvais déjà d'aller à Paris, d'aller à Sciences Po, etc. D'ailleurs, si on est regardé par des lycéens, j'ai jamais reçu de meilleur conseil que celui-ci. C'est-à-dire, on m'a dit à un moment, Sciences Po, si tu veux y retourner un jour, tu pourras le faire en master, etc. Mais c'est infiniment plus formateur de faire une prépa quand on a la capacité de travail et suffisamment de recul aussi sur soi. Parce qu'effectivement, vous parlez de l'humilité, je crois que c'est la première vertu qu'on demande à un préparationnaire. Il faut s'entendre répéter tous les jours par ses professeurs qu'on est extrêmement médiocre et que cela ne changera qu'à force de devenir des bourreaux de travail. N'empêche que je pense vraiment qu'en termes de formation, on a cette chance-là. Moi, j'ai l'impression de me coucher tous les soirs un peu plus intelligent. C'est gratuit dans la plupart des établissements. Les prépas publics sont publics. Ouais. Et donc, ça ne coûte... c'est vraiment dérisoire. Moi, je suis un mauvais avocat parce que j'étais dans le privé. En l'occurrence, oui. De fait, les meilleures prépas littéraires sont des prépas publiques. Elles coûtent pratiquement rien. C'est des classes
qui ne se cache pas de proposer une formation un peu élitiste, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire pas dans le sens d'une élection où on va vous choisir et ensuite on va vous donner des privilèges, mais de dire en fait si vous voulez appartenir à une certaine élite, alors commencez par être exigeant avec vous-même. Et puis voilà, beaucoup de gens souvent combattent un peu les classes prépa, plusieurs fois même encore récemment dans les débats publics on a pu entendre par jalousie, souvent, des personnes essaient de s'attaquer à ce modèle. En fait, c'est vraiment une richesse que beaucoup de pays nous envient, sincèrement. Et puis, c'est une liberté aussi absolue de choix, parce qu'en fait, faire une classe prépa, c'est laisser de côté pendant 2 ans les questions d'orientation et de se concentrer en fait exclusivement sur l'acquisition des connaissances, celles qui sont réclamées pour un concours qui, je crois, vraiment est un des concours les plus justes au fond, parce que il n'y a pas, quand on passe les concours après une cagne, il n'y a pas de sélection parallèle selon l'origine géographique, est-ce qu'on a été en REP, en machin, etc. Il n'y a pas de grands oraux où on s'intéresse surtout à la gouaille de l'élève, un peu comme dans les écoles de commerce ou même à l'entrée de certains établissements de la haute fonction publique. L'idée, c'est pas d'avoir une grande gueule, c'est pas d'avoir ceci ou cela dans son profil. On est uniquement noté sur des dissertes, sur la capacité de mettre en avant un raisonnement. Donc non, vraiment, c'était des années formidables. Et je me souviens aussi d'une immense camaraderie. Alors que parfois en prépa, on entend un peu dire que les gens se tirent un peu dans les pattes. D'excellents souvenirs. J'ai encore beaucoup d'amis de cette période. Pour moi, ça commence à faire quelques années. Et ouais, moi, j'ai un très beau souvenir aussi de camaraderie. Ouais. Et je crois vraiment que la réputation que parfois les classes prépa ont de mettre en concurrence des gens qui sont prêts à tout pour essayer d'avoir le concours, c'est pas vrai. Moi, j'ai pas vu ça. Sincèrement, j'ai pas vu ça. Le concours, on s'est intéressé dans les 3 derniers mois de la prépa. C'est pendant votre prépa que vous avez pensé à travailler sur l'antispécisme? Non, c'est plus tard? Alors, on a eu l'occasion notamment de disserter sur la question de l'animal. J'ai le souvenir d'un devoir de philo qui nous a un peu surpris, parce donc il faut imaginer le samedi matin, on arrive, on n'a quasiment pas dormi, parce qu'on a révisé dans nos classeurs toute la nuit du vendredi au samedi, puis tac, 8h du mat, on découvre le sujet dans l'enveloppe, l'animal. Vous avez 6 heures. L'animal tout court. L'animal. Vous avez 6 heures. Bon. Et donc là, effectivement, j'ai commencé un peu à problématiser dans ma tête un peu les différents débats de société qui peuvent exister sur la question animale. Mais vraiment, c'est un peu plus tard. C'est quand je suis arrivé en école, donc à Rudulm, où là, je me suis rendu compte que la question animale était déjà durablement ancrée dans le débat intellectuel français. Alors, je savais vaguement qu'il y avait des gens qui ne mangeaient pas de viande. J'ai pas découvert à ce moment-là que les gens pouvaient être véganes. Mais je me suis rendu compte que derrière, il y avait vraiment ce que j'essaie d'écrire au tout début de l'entretien, c'est-à-dire une idéologie très organisée, pensée, théorisée, avec en fait un corpus doctrinal extrêmement vaste auquel peuvent avoir accès les étudiants et qui fait beaucoup d'émules, notamment dans les milieux de savoir, parce que ça intéresse des philosophes, ça intéresse alors évidemment aussi des scientifiques, notamment les éthologues, les primatologues, tous ceux qui se sont intéressés vraiment par l'étude de l'animal. L'éthologie, c'est la science du comportement de l'animal. Voilà. Alors j'en profite pour le dire à ceux qui nous écoutent, il y a un glossaire à la fin de votre livre qui est très pratique, très, très bien. D'ailleurs, l'ensemble, je trouve que vous avez un très beau style et que le livre est très bien construit. On y apprend aussi bien en matière, j'allais dire, de philosophie, de sociologie. Il y a bien sûr un relief historique. C'est un livre proprement enrichissant. Donc vraiment bravo. Et ce lexique final est très pratique aussi. Je vais vous lire la définition que vous donnez de l'antispécisme. Pour les militants de la cause animale, le spécisme est une discrimination fondée sur l'appartenance d'un individu à une espèce. Le mot est calqué sur le modèle du sexisme et de l'antisexisme. Logiquement, l'antispécisme correspond au refus de cette discrimination. C'est une bonne définition parce que on voit en quoi c'est une idéologie, qu'il y a du militantisme dès la construction du mot. C'est vraiment calqué sur le combat antisexiste. Ouais, antisexiste et puis antiraciste aussi. Antiraciste aussi. Peter Singer, donc, qui est l'un des auteurs vraiment phares de ce corpus doctrinal dont je parlais à l'instant, qui a probablement été celui qui a propulsé le mouvement antispéciste en lui donnant la consistance qu'il a aujourd'hui. C'est un philosophe d'origine australienne qui a enseigné beaucoup aux États-Unis et puis qu'on trouve encore. Peter Singer est encore vivant et il donne encore fréquemment des interviews dans tous les journaux de philo du monde entier. C'est une vraie star. Et il dit cette phrase dans le préambule de La Libération animale, qui est vraiment son grand best-seller, publié en 1975. Il dit, je le cite de tête, mais je crois que c'est ça, il faut toujours se méfier avant de commencer à parler de la dernière forme existante de discrimination. Sous-entendu,
écoutez-moi bien les gars, on pourra toujours trouver, avec un peu d'imagination, de nouvelles discriminations et donc par conséquent inventer de nouveaux mots, une nouvelle sémantique autour d'oppressions plus ou moins systémiques, plus ou moins organisées, que l'on entendrait dénoncer. C'est-à-dire que le combat progressiste pour l'émancipation individuelle et l'acquisition de nouveaux droits aura toujours assez d'imagination pour créer de toutes pièces des minorités opprimées qu'il s'agirait de libérer. Et au fond, d'ailleurs, Peter Singer le dit. Alors, il était très inspiré par une figure militante qu'on a un peu oubliée en France, qui s'appelait Henri Spira, et à qui il consacre un de ses livres. Et il explique à ce moment-là, en fait, c'est plus une réflexion sur le militantisme en général, plus que vraiment sur le combat de Spira. Mais il dit, au fond, il y a un ressort psychologique. C'est-à-dire que Spira était toujours un homme heureux, jamais aigri. Et donc, si on comprend un petit peu le raisonnement de Singer, c'est que la raison d'être qu'il trouve, et à travers lui que trouvent beaucoup de militants, de personnes qui sont vraiment engagées dans ces combats, et souvent, je les crois de bonne foi, mais c'est qu'ils y trouvent une forme un petit peu de réponse à l'énigme de leur existence. C'est-à-dire que pour eux, leur vocation, leur destin, c'est d'aller dénicher, mettre en lumière, dénoncer, combattre et si possible abolir des formes ou d'autres d'oppression. Et donc, l'antispécisme, effectivement, s'inscrit pour cela dans la longue histoire des luttes sociales, dans la continuité. C'est l'intersectionnalité. C'est pas exactement la même chose. Alors, il y a de l'intersectionnalité dans l'antispécisme. L'intersectionnalité, c'est l'idée de dire que une même personne peut être victime d'oppression croisée. Si je suis une femme noire, eh bien, je suis victime à la fois de racisme et de sexisme. Et donc, l'intersection de ces inégalités ou de ces oppressions suppose ensuite une intersection des militantismes, puisqu'il faudra dénoncer du même coup des oppressions qui se renforcent et qui font système. Là, c'est pas exactement l'idée d'intersectionnalité, c'est vraiment l'idée que le combat antispéciste est la continuité historiquement du combat pour la libération des esclaves, du combat pour la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis, du combat pour la libération des femmes. En gros, on a libéré les esclaves au 19e, on a libéré les femmes au 20e, on libérera les animaux au 21e siècle. Bon, et peu d'esprits relèvent, juste, c'est quand même amusant de dire ça, et donc, mais peu de gens relèvent que ça revient au fond à dire et aux femmes et aux descendants d'esclaves qu'au fond, on assimile les animaux à ce qu'ils ont été. C'est quand même assez navrant d'en arriver à ce genre de comparaison. C'est en quelque sorte un cas emblématique de combat culturel aussi. Est-ce que vous n'auriez pas pu finalement remplacer dans votre livre assez facilement le mot antispéciste par le mot antiraciste ou par le mot anti-femme, je ne sais pas comment on dit, misogynie, antisexisme. On a l'impression que ces luttes se mènent toutes sur le même modèle. Et justement, quel est le modèle, quelle est la matrice de ces nouvelles luttes ? J'aurais pas remplacé, et je pense que ces combats sont pas équivalents, pour une raison d'abord très simple, c'est que je considère, et je pense que la plupart des gens qui nous écoutent seraient d'accord avec moi, pour dire que la fin de l'esclavage était une chose magnifique qui a honoré l'humanité. De modalité, de mode d'action. Oui, mais simplement pour dire que c'est pas exactement pareil, parce que, au fond, lutter contre le racisme, ou l'esclavage, ou la misogynie, quoi qu'on pense aujourd'hui du féminisme contemporain, par exemple, le fait de donner le droit de vote aux femmes, ça représente des avancées sociales considérables. Donc c'est qu'en fait, on ne se battait pas contre des moulins. Et ça veut dire que ça change une chose fondamentale, c'est qu'on n'avait pas besoin de construire l'adversaire pour ensuite l'affronter. Il existait déjà. Il y avait une pensée, il y a eu une pensée coloniale, il y a une pensée raciste, le racisme a été théorisé par des gens et même parfois inventé de toutes pièces. C'est-à-dire que les sociétés humaines n'ont pas toujours et de tout temps été racistes. Mais à certains moments, elles le sont devenues. L'antispéciste pourrait vous dire, c'est exactement la même chose pour la construction spéciste de l'homme. Eh bien, est-ce que ça vous est arrivé de vous dire, est-ce qu'ils n'ont pas raison, ces gens ? Alors, en permanence, je suis un peu hanté par cette idée. Même quand je me rase le matin, je me demande encore si je ne suis pas dans le mauvais camp, parce que j'ai eu affaire à des propos assez véhéments, et forcément, au bout d'un moment, on est un peu ébranlé par ça. On se dit, mais en fait, ça se trouve, effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose à... Bon. Donc, le doute, évidemment. Mais ce que je vois, c'est que quand même, les antispécistes, le principal qu'ils ont à faire, le plus difficile pour eux, c'est de convaincre, en fait, ceux qui les écoutent, que le système de pensée spéciste est une idéologie qui mérite d'être combattue. C'est-à-dire qu'il existe une idéologie spéciste qui hiérarchise les espèces de manière indue, injuste, injustifiée, infondée, et que cette idéologie-là doit être combattue coûte que coûte. Et vraiment, c'est pas évident, parce que ça va plutôt de soi, en fait. Tout le monde a plutôt, à un moment donné, cette idée peut-être ancrée en lui,
lui, qui serait dicté par, je ne sais pas, le sens commun ou par simplement nos habitudes de pensée, que l'homme est vraiment supérieur aux autres animaux. Donc, au fond, c'est à eux qu'incombe la charge de la preuve. C'est-à-dire que c'est à eux qu'il revient encore aujourd'hui, pour l'instant, de justifier qu'il n'en serait pas ainsi. Alors que, quand même, il me semble que c'était beaucoup plus facile lorsqu'on était militant antiraciste ou pour l'égalité des droits aux États-Unis ou pour l'égalité des sexes, etc., de se dire on se bat contre une oppression réelle. On n'avait pas à justifier son existence. Donc la principale différence, c'est ça, c'est que, et c'est pour ça, et je vous remercie d'avoir ouvert sur une question de temporalité. Peut-être que dans 50 ans, il nous semblera parfaitement illégitime d'avoir pu vivre en se considérant comme une espèce supérieure. Eux, c'est ce qu'ils pensent. C'est ce qui, effectivement, un jour, ce combat-là aura un caractère d'évidence. C'est ça. Ouais. Alors, mais on n'en est pas encore là. Mais est-ce qu'on peut se plonger justement dans l'histoire de l'antispécisme et donc l'histoire du rapport de l'homme à l'animal? Alors, vous êtes très honnête justement dans votre manière de présenter les choses. On y découvre, par exemple, que Pythagore était végétarien. Ça en jette, c'est pas n'importe qui. Voilà, puis il y a énormément de sujets. Vous rappelez que les cathares, effectivement, pratiquaient un régime non carné. Vous n'avez pas cité, en revanche, ça c'est une question que j'aimerais poser, mais restons sur l'histoire. Les 4 étapes de Bragg. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler, nous dire justement quelles ont été les étapes dans cette relation de l'homme à l'animal? Donc, ça a été théorisé par Rémi Bragg. Oui, alors effectivement, vous citez Rémi Bragg, donc, à qui je consacre quelques développements au début du livre, qui essaye d'expliquer comment est-ce que l'homme a progressivement construit ce qu'on appelle aujourd'hui l'humanisme, c'est-à-dire l'affirmation d'abord d'une différence entre l'humain et l'animal. Alors aujourd'hui, ça paraît évident, mais ça n'allait pas toujours de soi. Ça, par exemple, je crois que Bragg cite notamment la question de la représentation des dieux dans les civilisations traditionnelles antiques. Tout à fait. Par exemple, les dieux égyptiens avaient d'abord une tête d'animal. Et puis progressivement, on a humanisé leur apparence. Et donc, un peu une façon de définir qu'il y a tout d'abord une différence entre l'humain et l'animal dont on prend progressivement conscience. Et puis ensuite, de cette différence, une supériorité. Supériorité intellectuelle, morale, etc. À partir de cette supériorité, l'homme va progressivement affirmer son indépendance et même son autonomie à l'égard de l'animal, c'est-à-dire qu'il va se considérer comme radicalement étranger à l'animal en disant il y a eux et il y a nous. Et puis en fait, de cette autonomie, il va très vite en arriver à affirmer au fond une forme d'affranchissement radical de tout ce qui pourrait être une condition de légitimité de l'humain. Et ce que dit Bragg, et c'est très intéressant, c'est que l'humanisme, aujourd'hui on emploie un peu le mot à tort et à travers, d'ailleurs il ne veut plus dire grand-chose. Et souvent quand on s'en réclame, c'est qu'on ne sait pas très bien quoi dire. J'ai appris grâce à vous, pour moi l'humanisme c'était un courant de pensée lié à la Renaissance en Italie et en France en particulier. J'ai appris que le mot en fait avait été inventé en quelque sorte au 19e siècle seulement. Absolument, oui. Plutôt a priori d'abord dans la philosophie allemande, puis philosophie allemande hegelienne, et puis ensuite très vite en français on en retrouve aussi trace. L'humanisme effectivement, donc, qui aujourd'hui sert à désigner des choses très contrastées, très différentes, à la base c'est vraiment l'affirmation de l'émancipation de l'homme à l'égard de ses déterminismes, et en particulier à l'égard des déterminismes religieux, puisque pendant des siècles en Europe, on a considéré que l'homme avait une dignité qui lui était directement conférée par Dieu, puisqu'il y avait au moment où il crée l'homme, le crée à son image. Que donc si je suis à l'image de Dieu et que les autres animaux ne le sont pas, c'est donc que je suis élu au milieu de la nature. Même les judéo-chrétiens appellent ça la création, pour dire je vaux mieux que les autres animaux. Bon. Et donc il a fallu que l'homme, justement au moment où triomphe le rationalisme athée, trouve en lui-même simplement les raisons d'assumer sa propre gloire. Et le problème, et ça Rémi Bragg le montre assez intelligemment, c'est qu'à partir du moment où on se déracine de ce qui nous légitime et ce qui justifie justement notre prééminence dans la nature, eh bien au fond on perd aussi justement ces raisons-là de penser qu'on pouvait être supérieur aux autres animaux. Et d'ailleurs la critique n'a pas traîné, c'est que je peux difficilement dire que je suis un être meilleur que les autres en m'appuyant seulement sur ce que je suis et notamment sur ce que j'ai montré à travers mon histoire, alors que précisément l'histoire des hommes n'est que la suite de vilainie, pour le dire gentiment, qui au fond entachent le nom de l'homme et font peser ce doute existentiel sur nos épaules, à savoir non content de ne pas
pas être les meilleurs animaux de la création. Est-ce qu'au fond, on ne serait peut-être même pas même les pires, vous voyez, parce que l'homme est traversé par cette possibilité de faire le bien comme le mal, et que, évidemment, ça fait que par rapport à la figure de l'animal, qui au contraire, lui, est l'innocent, celui qui justement est immaculé parce qu'il n'a pas conscience de la gravité de ses actes, eh bien, nous, au contraire, on est hanté encore une fois par cette culpabilité. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'au moment où on veut libérer l'homme de la conception chrétienne de la personne humaine, on garde, un peu sous la forme d'une vertu chrétienne devenue folle que dénonçait déjà Chesterton, cette idée de culpabilité, c'est-à-dire que l'homme n'a plus de chrétien en lui que ce fardeau d'être lui-même et de devoir en permanence s'en excuser. D'ailleurs, intéressant de voir que la haine de soi, c'est-à-dire vraiment la dénonciation des méfaits de l'humanité au nom des génocides, des crimes contre l'humanité, et aussi aujourd'hui au nom de l'écocide, ou de l'idée selon laquelle l'homme est en train de souiller la planète dans laquelle qu'il a reçue à la naissance et dans laquelle il évolue, eh bien, cette idée-là de vraiment que l'homme n'a plus pour lui que la haine de soi est vraiment un des ressorts qui fait, je crois, aujourd'hui la force du courant animaliste. De dire non seulement les animaux ont une conscience, souffrent, etc., mais en plus de ça, rien ne dit que l'homme étant ce qu'il est, c'est-à-dire un affreux personnage, il ait plus de droits qu'eux. Au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Donc, pour en venir à Brague, cette émancipation de l'homme de tous les discours qui justifiaient sa prééminence au sein du vivant, eh bien, est devenue pour l'homme, au fond, son calvaire ou sa malédiction, puisqu'aujourd'hui, l'humanisme est enferré dans ce paradoxe, c'est que il ne peut s'affirmer lui-même qu'à travers un discours rationaliste, et en particulier grâce au matérialisme scientifique, alors qu'aujourd'hui, la science est même utilisée contre l'homme, puisque les scientifiques nous disent, attendez, en fait, plus on étudie les animaux, plus on s'intéresse à eux et aux ressemblances qu'il y a entre eux et nous, et plus on se rend compte qu'en fait, on est beaucoup plus proche d'eux qu'on ne l'imaginait. Et ça va jusqu'à, notamment, ces primatologues qui disent le génome humain est à, je crois, 98,7% équivalent à celui des grands singes. Donc, au fond, nous ne sommes rien de plus qu'un singe un tout petit peu meilleur que les autres. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le rationalisme condamne l'homme à ne plus être capable de définir les raisons qui justifient encore sa prééminence. Alors, auriez-vous pu écrire ce livre et être en désaccord avec l'idéologie antispéciste si vous n'étiez pas catholique? Je crois que vous êtes pratiquant catholique. Je veux dire que justement, il y a un ressort qui est la conception chrétienne de l'homme, qui permet de lutter contre ce type d'idéologie. Est-ce que cela est possible si on a une vision parfaitement matérialiste, pragmatique, et qu'effectivement on juge en termes de génome, d'évolution et de choses très matérialistes? Alors, c'est une excellente question que personne n'a eu le courage de me poser aussi frontalement jusqu'à maintenant, et donc je vous remercie de me le dire. Et elle est d'autant plus pertinente que effectivement, c'est le premier reproche qu'on m'a fait, et d'ailleurs même peut-être à ce jour le seul. Il y a sur un obscur blog antispéciste une recension épouvantablement longue de mon livre qui au fond se résume à ce seul argument. Paul Sugy va à la messe, donc par tous les moyens, il va essayer de se rattraper au petit dogme qu'on lui a inculqué dès le catéchisme. Et ça m'a rendu un peu, ça m'a rendu un peu triste. Alors, je me cache pas d'être catholique et même pratiquant, et c'est un secret pour personne, mais si on a lu honnêtement mon livre, on y verra deux choses. D'abord, la première, c'est que je ne fais jamais référence à un quelconque moment que ce soit de mon argumentation à un dogme. Tout à fait. Je ne m'appuie pas sur... mieux que cela même, vous donnez presque des arguments contre... Ah oui. Oui, puisque vous citez vous-même, vous rappelez que dans la Genèse, il n'y a pas de consommation carnée. C'est vrai. Dans la Genèse, si, mais par contre, c'est la Genèse tardive. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où l'homme est placé dans le jardin, il est végétarien. Voilà. Et c'est seulement à partir de Noé que Yahvé donne à l'homme le droit de manger de la viande. Voilà. Droit dont il s'était emparé bien plus tôt, parce qu'en fait, les fils d'Adam et Ève ont déjà commencé à sacrifier les animaux. La prophétie d'Isaïe, où les animaux vivent ensemble, et le lion s'étendra au pied de l'agneau. La proie et son prédateur, etc. Vous citez aussi, il me semble, des ascètes catholiques, des saints qui eux-mêmes ont décidé de ne pas pratiquer le régime carnal. Donc, vous n'êtes pas du tout parti pris. Je parle vraiment d'un point de vue philosophique. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ça aurait pu être d'une autre religion catholique, mais... c'est-à-dire que si on n'a pas de vision spirituelle de l'homme, de dépassement, de vision philosophique aussi, il est difficile de résister à la facilité de cette idéologie antispéciste qui nous dit, mais finalement, tout ça est très bien organisé, tout ça est très simple quand vous lisez les thèses antispécistes. C'est très rassurant finalement.
si vous n'avez pas de vision de foi, de vision spirituelle, paradoxalement, c'est assez rassurant comme manière de penser. Oui, non, là, effectivement, je comprends bien la question et on part sur énormément de choses à la fois. Donc, je vais demander un tout petit peu de clémence de votre part pour essayer de bien préciser la façon dont je vois les choses. Et je vais essayer d'abord de répondre en vous disant pourquoi est-ce que non, je ne parle pas en tant que chrétien ou en tant que porte-parole d'un dogme religieux quelconque, parce que en cela, qu'on soit chrétien ou qu'on soit issu d'un des 3 grands monothéismes, au fond, la vision de l'homme est à peu près la même. Et ensuite de ça, je vais essayer de répondre aussi sur l'argument de est-ce que la religion est contre les animaux. Et on pourra y revenir, parce que c'est le grand reproche c'est un autre qui sujet, peut lui être fait. C'était plutôt est-ce que est-ce que la religion ne permet pas d'échapper à ces nouvelles idéologies très matérialistes, finalement? Alors, voilà, alors du coup j'y viens, c'est-à-dire qu'effectivement, donc on m'a reproché de prêcher pour ma paroisse, au sens cette fois-ci littéral du terme, et je trouve ce reproche injuste parce que je n'ai besoin à aucun moment de mon argumentation de faire appel à une quelconque vérité révélée. Tout à fait. Et ceux qui prétendent l'inverse n'ont pas lu mon livre. Je m'appuie sur plusieurs choses. Je pars du sens commun, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la plupart des gens, si vous faites un micro-trottoir dans la rue, vont vous dire non, je considère que l'homme est supérieur aux animaux, ou même qu'il y a une exception humaine, c'est-à-dire que l'homme a quelque chose en propre que les autres animaux n'ont pas. Et je décris la façon dont l'antispécisme veut renverser cette idée reçue, enfin ce qu'il considère comme une idée reçue, en montrant toutes les conséquences tragiques que ce renversement aurait pour l'intérêt de l'homme. C'est-à-dire que j'essaye de montrer ce que nous aurions à perdre si nous renoncions à ce préjugé, quel que soit son fondement, que ça soit le sens commun, c'est-à-dire j'ai toujours considéré ça sans y réfléchir et je pense que, ou alors que ce soit le dogme, ou alors que ce soit une tradition philosophique, que ce soit une tradition de pensée ou je ne sais quoi, j'essaie de montrer ce qu'on a à perdre si on renonce à cette idée. Et pour moi, c'est une façon justement de prendre à revers l'antispécisme en leur disant au fond, quel homme est-ce que vous nous proposez ? Je m'en fiche au fond de ce que vous dites sur l'animal. Parce que l'animal, dans la tradition de pensée de toutes les civilisations jusqu'à aujourd'hui, a toujours été au fond le miroir de notre humanité. Et quand je regarde l'animal, je me regarde moi dans un miroir inversé en me disant par rapport à ça, qu'est-ce que je suis ? Donc moi je dis aux antispécistes, quel homme est-ce que vous nous promettez ? Et cet homme-là, eh ben c'est pas moi. Et je ne m'y reconnais pas. Et je le trouve extrêmement réducteur. Je trouve que cet homme-là, c'est-à-dire ramené à sa portion congrue, c'est-à-dire à sa matérialité, les antispécistes insistent tout le temps sur cette ressemblance qu'on aurait avec les autres animaux, qui est d'avoir en partage avec eux la souffrance. Et partant de là, ils ramènent les considérations éthiques à la simple prise en compte du bien-être ou de la souffrance, en disant au fond, est bonne toute action qui améliore le bien-être des individus vivants, et mauvaise toute action qui augmente la souffrance. Et moi, je me porte complètement en faux contre cette façon de réfléchir. Évidemment que la souffrance est quelque chose d'horrible, d'affreux et qui doit être évité par tous les moyens pour moi-même et puis surtout aussi pour ceux que j'aime et pour les autres. Mais je ne pense pas que la souffrance soit l'alpha et l'oméga du bien ou du mal. Voilà, c'est un critère qui me paraît extrêmement pauvre. Et justement parce que c'est un critère qui dénote d'une tradition de pensée utilitariste qui résonne de façon éthique en regardant simplement les conséquences d'une action et pas leurs principes, et que l'homme au contraire a été habitué à penser différemment. Et donc c'est pour ça que les philosophes antispécistes n'ont eu de cesse de combattre au fond toutes les grandes traditions philosophico-religieuses qui défendent encore une vision essentialisante de l'homme. Et la religion n'est pas du tout le seul à le faire. Prenez par exemple Derrida. Derrida, pour resituer, donc c'est un grand philosophe français, je crois qu'aujourd'hui c'est encore le philosophe qui est le plus cité dans les travaux universitaires, dans les facs de philo en France, qui a été l'un de ceux qui a contribué à ce qu'on a appelé la French Theory. Donc la French Theory, c'est cette tradition française de la déconstruction des grands principes, des grandes catégories essentialisantes. Alors il y avait là-dedans évidemment la différence des sexes, et puis Derrida s'en est pris plus tardivement à la différence entre l'humain et l'animal. Et Derrida parle, attention, accrochez-vous bien, c'est un peu long, de préjugés. Alors, prométhéo, judéo, christiano, islamique. Je crois que je l'ai dit dans son intégralité. Vraiment, je vous le cite. Hein. C'est lui qui dit ça. C'est-à-dire, au fond, ce serait l'alliance secrète entre Kant, Descartes, peut-être plus récemment Lévinas, mais aussi Dieu, Allah, Yahvé, au fond pour dire l'homme est dans son essence radicalement supérieur et étranger à l'animal. Donc ça veut dire que pour Derrida, et au fond pour tous les antispécistes, on ne peut pas accorder à l'animal, parce que c'est ça au fond leur vrai projet, c'est de dire l'animal est une personne. Donc on ne pourrait pas accorder à l'animal une personnalité comparable à celle de la personne humaine si on ne combat pas dans le même temps
les grandes traditions philosophico-religieuses qui ont personnifié l'humain en le plaçant à part du reste de la condition animale. Et là-dedans, et effectivement, c'est quelque chose pour le coup que j'écris noir sur blanc dans mon livre et que j'assume, on peut même se demander donc si au fond la question de l'animal n'est pas un prétexte, au fond, pour aller porter le coup de grâce à la tradition de pensée judéo-chrétienne qui a irrigué toute la pensée occidentale, y compris bien après la chute du pouvoir temporel de l'Église. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quasiment plus personne en France ne va à la messe, mais on reste les héritiers d'une conception philosophique de l'homme qui est en partie imprégnée d'une pensée chrétienne. Et cette... ces traces, ces vestiges de pensée chrétienne, Todd l'appelle même parfois le catholicisme zombie, l'expression n'est pas très agréable à entendre pour quelqu'un qui est croyant, mais c'est malgré tout un petit peu ça. On vit dans un monde qui est hanté par des fantômes du vieux christianisme. Eh bien, ces fantômes-là se sont faits de plus en plus rares. Alors il reste les clochers et les calvaires au coin de nos chemins de campagne. Mais à part ça, dans la façon dont on pense, dont on se positionne par rapport au monde, dont on regarde le monde qui nous entoure, on n'a plus grand-chose de vraiment chrétien ou post-chrétien. Il restait cette différence fondamentale, cette ligne de démarcation infranchissable que nous tracions entre le monde animal et la communauté des hommes, l'humanité. C'est-à-dire qu'au fond, peut-être que le christianisme est effectivement l'un des derniers gardiens de l'humanisme. Même si je tempérerais un petit peu les choses, je vois, moi, beaucoup de gens qui défendent l'humanisme au nom de principes qui n'ont rien de religieux, et d'ailleurs ce sont des gens qui sont complètement athées. Par exemple, prenez la question de la corrida, un de ceux qui est le plus engagé sur cette question, c'est le philosophe Francis Wolff, que j'ai eu aussi en cours à l'ENS, et Francis Wolff est tout sauf un catho-intégriste, c'est un rationaliste, athée, moderniste, qui défend au fond sa conception à lui de la pensée des Lumières. Et je termine juste sur un point, c'est que moi dans le livre, j'essaie de montrer qu'on ne peut pas appréhender l'homme simplement à travers une vision scientifique. On ne peut pas confondre l'homme avec l'être humain comme objet d'analyse livré à la biologie. C'est-à-dire que la biologie s'intéresse à une construction intellectuelle qui est l'humain dans son animalité, parce que la biologie s'intéresse à l'humain en tant qu'animal, mais que cet homme-là n'est pas la personne humaine, que nous sommes infiniment plus que l'objet d'analyse livré en pâture aux biologistes. Eh bien, j'ai trouvé des biologistes qui, à partir d'une analyse purement matérielle, purement scientifique, par exemple du génome humain, arrive quand même à dire in fine que l'homme est un animal complètement à part. Prenez par exemple Alain Prochiantz. Il est professeur au Collège de France, c'est un généticien très reconnu dans son domaine. Je veux dire, il souffre d'aucune contestation dans sa légitimité académique. Et je ne crois pas savoir, même si je ne le connais pas, que Prochiantz aille à la messe tous les dimanches. Bon. Prochiantz se dit, certes, il y a entre les grands singes et l'humain des différences génomiques anecdotiques, parce qu'en fait, on a quasiment le même génome. Mais ces différences-là ont été déterminantes dans l'histoire de l'évolution. C'est-à-dire qu'en fait, en quelques millions d'années, ce qui ne représente rien à l'échelle des temps biologiques, mais qui, en fait, dans l'échelle de l'évolution des espèces, peut être considérable, en quelques millions d'années, les micro-variations génétiques qui ont spécifié progressivement Homo sapiens ont en fait été considérables dans son développement. Notamment, on a un cerveau qui est 4 fois plus grand que celui des grands singes. Donc, en fait, ces micro-variations sont concentrées dans des domaines qui sont extrêmement déterminants pour ensuite créer in fine des différences phénotypiques considérables. Et Prochiantz se dit cette phrase merveilleuse. D'une part, il dit « nous sommes plus que nos gènes ». Et c'est quand même agréable d'entendre un généticien dire il existe des réalités qui dépassent mon objet d'étude. La génétique n'a pas le dernier mot sur tout. Ça, c'est merveilleux. Cette humilité scientifique, on rêverait d'entendre beaucoup d'autres chercheurs l'avoir. Et d'autre part, il dit aussi cela. Il dit au fond, c'est comme si l'évolution de l'homme avait fini par placer progressivement, à pousser Homo sapiens hors de la nature. Ça, c'est très intéressant. Parce que c'est reconnaître là qu'effectivement, même si biologiquement, nous sommes peut-être seulement des animaux ultra développés, il est impossible à un esprit scientifique complètement matérialiste, athée, tout ce que vous voulez, pas du tout imbibé de je ne sais quel dogme ou tradition de pensée philosophico-religieuse, il lui est quand même difficile de résister à l'envie de dire, en fait, ce que je vois là, dans mon petit microscope, ça montre qu'il y a en l'homme plus que sa condition naturelle. Il y a quelque chose de spécifiquement humain. Et preuve en est d'ailleurs qu'il y a beaucoup de phénomènes de la vie humaine dont on ne sait pas rendre compte. L'aspiration de l'homme à avoir une histoire, à avoir des arts, à choisir des modes d'expression qui dépassent de loin le simple pragmatisme.
pourquoi est-ce que Léonard de Vinci a eu besoin de peindre la Joconde? La Mais Joconde alors- n'a aucune existence dans les fonctions biologiques de l'homme. Elle ne sert strictement à rien. Pourquoi est-ce que l'homme a peint la Joconde? Alors on vient justement à la question, finalement, la question du propre de l'homme. Mais vous écrivez avec beaucoup d'honnêteté que justement cette question-là n'est jamais résolue, que chaque année on fait de nouvelles découvertes et que ce qui semblait être absolument le propre de l'homme, je pense à Rabelais, à son rire, aujourd'hui on sait que les animaux rient. Oui, et que les oiseaux parlent, et les que oiseaux parlent, les singes ont exactement. des outils, parce qu'à un moment on pensait que c'était les outils qui C'est là où étaient c'est propres de parfois l'homme. troublant, c'est qu'on se dit, et si, une fois de plus, ces gens avaient raison, si c'était, j'allais dire, la mauvaise réponse à un vrai sujet, j'essaie de trouver des failles, parce que justement j'ai beaucoup aimé votre livre, donc je vais essayer d'appuyer aux rares endroits que j'ai trouvé un peu plus fragiles. Il y a un sujet que je voulais mettre sur la table, le jaïnisme. Vous n'en parlez pas. Or, c'est le seul cas d'une religion qui n'est pas exactement une religion. D'ailleurs, c'est un petit peu particulier. Alors, j'ai rencontré en plus des jaïns, c'est vrai que c'est assez fascinant. Alors je leur consacre une note de bas de Il y a page. une note de bas de ouais. page, exactement. Mais Donc les gens c'est- qui balayent devant eux pour pas écraser Exactement. les petits insectes. Mais ça fait 10 siècles. Donc là, on a une inscription historique qui a. Donc, c'est une religion qu'on pense être née autour du 10e ou 11e siècle. Il y a une vision déjà du monde qui est de l'équanimité des êtres vivants. Donc une volonté de traiter, d'avoir un point de vue semblable sur tous les êtres vivants. Et effectivement, une pratique d'une non-violence complète. On met un masque sur son visage pour éviter d'avaler des moustiques. Où effectivement on balaye devant ses pieds pour éviter. C'est troublant, c'est-à-dire qu'on se dit et si finalement c'est aussi, vous racontez Gandhi aussi, la raison pour laquelle il s'est mis à être végétarien, qui n'était pas religieuse en l'occurrence, qui était vraiment dans une perspective très large de non-violence. Donc oui, l'antispécisme, et on comprend pourquoi, et cela vous le démontrez très bien, est une mauvaise réponse, mais est-ce qu'il n'y a pas tout de même dans notre rapport à l'animal un vrai sujet? Est-ce que peut-être on a raté quelque chose depuis des siècles? Oui, alors vous me dites à juste titre au tout début de votre question que la question du propre de l'homme a toujours été et toujours encore aujourd'hui discutée. Ça c'est vrai. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Pythagore, c'est qu'en fait il a toujours existé, à ma connaissance, dans les civilisations humaines qui sont précédées et succédées depuis l'Antiquité, il y a toujours existé des esprits pour dire ce que nous faisons aux animaux est injuste, ce que vous faites aux animaux est injuste, je ne participerai pas de ce massacre. Voilà. Des gens qui souvent étaient d'ailleurs anti-système, c'est-à-dire au sens où ils étaient en opposition avec l'ordre politico-religieux qui dominait la cité. Par exemple, Pythagore, c'était une forme un peu d'effronterie à l'égard de la religion païenne grecque, de la même façon d'ailleurs que chez les latins, beaucoup de gens aussi sont un peu pour faire un pied de nez aux prêtres opposés au sacrifice d'animaux, hein, parce que évidemment le sujet c'était pas seulement la viande qu'on mangeait, c'était celle qu'on sacrifiait aux dieux de la cité romaine. Bon, et puis progressivement, vous avez cité les cathares, etc., jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que les traditions orientales, donc vous citez le jaïnisme, en fait il y en aurait effectivement Oui. d'autres, en fait la plupart des Mais c'est la plus philosophies qui disons, cohabitent. dans Ouais, le rapport à l'animal. c'est vrai, c'est la plus radicale. Mais vivant. enfin, en règle générale, de toute façon, l'hindouisme propose une vision de l'homme par rapport à son environnement et par rapport au reste de l'univers qui est complètement inverse de la nôtre. Complètement inverse. Il y a quelque chose d'extrêmement occidental, au fond, à vouloir mettre l'homme sur un piédestal. Et c'est un petit peu, justement, au nom de cette imprégnation, cette diffusion de la pensée orientaliste, disons, dans nos sociétés, qu'aujourd'hui on justifie cette espèce d'effacement de l'homme, de fin de l'anthropocentrisme et justement de préfiguration de ce qui serait plutôt le zoocentrisme, l'idée de ne pas mettre l'homme seulement, mais de mettre l'ensemble des animaux au centre de l'univers. Alors, une première chose, c'est que très souvent, les gens qui vont citer ces traditions de pensée, ces philosophies, etc., souvent les connaissent très mal. Parce qu'au fond, le modèle qu'ils nous proposent, c'est pas le jaïnisme. C'est une vision extrêmement tronquée, c'est du cherry picking. On va garder quelques idées un peu phares, un peu sympas, un peu à la mode au fond, quoi. Comme je crois que quand on parle du yoga dans les salles de sport parisiennes, il me semble qu'on en a une vision très édulcorée qui ne rend pas justice à toute la tradition de pensée qu'il peut y avoir derrière le yoga. Donc je suis un très piètre connaisseur et je ne vais pas m'aventurer beaucoup plus loin sur ce sujet. Simplement, il me semble qu'effectivement, on ne garde que ce qui nous arrange pour au fond continuer à raisonner en petits occidentaux, mais en s'offrant au fond le luxe d'un petit détour par ces traditions exotiques. C'est ce que faisait déjà exactement Voltaire.
Voltaire pensait, raisonnait comme un philosophe européen, occidental, héritier d'une tradition de pensée judéo-chrétienne, mais il est allé plusieurs fois en Inde, dont il a essayé d'importer ensuite la réflexion autour de l'animal sacré, parce qu'au fond, il comprenait bien là son intérêt. Ça permettait de dire le Dieu de là-bas est infiniment meilleur que le Dieu de chez vous qui tolère le carnage, le massacre que vous commettez en toute licéité. Alors, est-ce que les jaïnistes ont raison ? Au fond, j'en sais rien. Sincèrement, j'en sais rien. Enfin, moi, j'ai peut-être mon avis là-dessus, mais comment est-ce que je pourrais vous prouver ou vous démontrer par A plus B que c'est eux qui ont raison et que c'est nous qui avons tort ? C'est-à-dire, je ne considère pas du tout que là, on est dans une forme de raisonnement où on peut argumenter et dire, rationnellement, raisonnablement, au terme de telle ou telle équation, tel ou tel raisonnement arithmétique, je peux vous dire qu'effectivement, ceux qui se plantent, ceux qui ont raison. Parce qu'au fond, la question posée comme ça est absurde. En fait, on voit bien que ce qui se joue là, ce sont de cosmologie, c'est-à-dire de vision de l'univers entier et de la place en particulier qu'occupe l'homme dans cet univers, qui sont irréconciliables et qui sont diamétralement opposés et qui peuvent conduire, dans le cas extrême du jaïnisme, à des modes de vie complètement incompatibles. C'est-à-dire qu'effectivement, le jaïnisme, c'est précisément la façon caricaturale de traduire ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire de l'homme qui a honte d'être lui-même et qui doit s'excuser en permanence auprès de chaque petite fourmi sur laquelle il a pris le risque de marcher. Donc l'homme qui va essayer de limiter au maximum son mode de vie pour ne surtout pas aller déranger ceux des animaux qui l'entourent. La croyance en la métempsychose, donc bien sûr, de réincarnation. L'idée que les âmes peuvent transmigrer d'un corps humain à d'un corps animal, etc. Ce qui évidemment passe l'envie de manger ensuite un bon rhum steak. Si on a peur avec une chance sur deux que ça soit l'esprit de son grand-père réincarné dedans, forcément ça vous coupe un peu l'appétit. Mais pour vous dire que ce sont des traditions de pensée qui s'opposent, qu'aujourd'hui, moi celle que je défends, c'est-à-dire la vision humaniste ou anthropocentrée qui continue de penser que l'homme est au centre de l'univers, au sens où c'est à lui qu'il convient de disposer, comme il l'entend, de ceux qui l'entourent, vivants ou non vivants. Et qu'il est libre, et qu'il n'y a rien d'immoral en cela, de disposer des vies animales s'il considère que l'utilisation qu'il en fait est au fond profitable à la présence même de l'homme dans l'univers. Il ne s'agit pas de gaspiller inutilement ou encore moins bien sûr d'agir cruellement à l'égard des vies animales, mais il s'agit de faire en sorte que celles que l'on prélève servent au fond à la gloire de l'être humain. Au fond, c'est ça. J'avais cette discussion avec un des grands tenants de la ligne antispéciste en France qui s'appelle David Olivier. Qui est un peu en France l'un des papes de l'antispécisme. Il avait fondé en 91 les cahiers antispécistes avec quelques copains à lui, et 30 ans plus tard, il est toujours un de ceux qui relèvent le flambeau et qui m'avait courtoisement invité à débattre avec lui et qui me dit cette phrase. Il me dit, mais vous savez, tu sais, parce que quand on est côté animaliste, on tutoie tout le monde, c'est normal, il faut être cool. Tu sais, Paul, quand tu dis que tu es fier et que tu es heureux d'être un humain, je te comprends pas, et moi je suis pas du tout d'accord avec toi, parce que je considère qu'il n'y a pas de mérite à être un humain plutôt qu'autre chose. On n'y est pour rien. Bon, en quoi il n'a pas complètement tort. C'est-à-dire que je n'ai pas choisi ce que je suis devenu. Je suis devenu à la naissance sans qu'on m'ait demandé mon avis. Mais par contre, il me dit cette phrase absolument sublime. Il me dit, mais je pourrais très bien être autre chose. Alors, je ne sais pas ce qu'il me cite comme exemple. S'il m'a dit qu'il aurait très bien pu être une pomme de terre ou un lapin, j'en sais rien. Mais il me dit, mais je ne me sentirais ni plus ni moins fier. Mais en fait, c'est absurde de raisonner comme ça. Parce que je ne peux pas dire déjà « je » suis autre chose que moi-même. En fait, quand je dis j'inclus tout ce que je suis, c'est-à-dire que j'inclus justement mon identité en tant que personne humaine, français, né, bon voilà. Que quand je dis je, déjà j'englobe tout ce que je suis et qu'il n'a aucun sens de penser que je pourrais être autre chose que ce que je suis, au fond, condamné à être, par le miracle à la fois tragique et magnifique de l'existence. Et ensuite de ça, il me dit, mais il n'y a pas de fierté supplémentaire à être humain plutôt qu'autre chose. Et là, je ne suis pas d'accord. Et c'est ce que je réponds aux jaïnistes et à toutes les autres traditions que vous citez, qui pourraient, au fond, rendre complètement équivalente la dignité des humains et des autres animaux, ou même de l'ensemble du vivant, parce qu'après tout, si on libère les animaux, on pourra libérer à peu près tout et n'importe quoi derrière. C'est que, il me semble que l'homme peut s'enorgueillir de ce qu'il a construit dans son histoire. Vous voyez, par exemple, on parlait de l'éthologie et de l'étude des comportements animaux. Les animaux ont des comportements entre eux absolument barbares.
il y a un certain nombre d'espèces animales dans lesquelles on élimine ces rivaux, que ce soit les rivaux qui vont nous empêcher de manger ou qui vont nous empêcher d'aller engrosser la femelle du clan ou de la tribu, qu'on les élimine physiquement ou violemment, ou qu'on les bannit ou de je ne sais quoi, etc. Le monde animal est sauvage, dans le sens littéral du mot, mais aussi dans l'acception qu'on en a, c'est-à-dire au sens où il perpétue des pratiques qui sont parfaitement immorales. Et qu'on m'entende bien, j'irai pas en faire le reproche aux animaux, simplement je crois que l'homme peut s'enorgueillir justement d'avoir, lui, au contraire, renoncé à la sauvagerie pour avoir construit la civilisation. Et la civilisation, c'est ce miracle par lequel l'homme a institué des règles de vivre ensemble qui nous permettent de cohabiter sans nous entretuer et même de grandir, si possible, en amour mutuel et de glorifier à travers nos œuvres l'humanité qui passe à travers nous. Les animaux n'ont pas peint la Joconde, pas plus qu'ils n'ont construit de grands monuments. J'ose pas dire de cathédrale, parce qu'on va encore me dire que je raisonne en petit élève du catéchisme, mais voyez bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que la civilisation humaine chante la gloire de l'homme et qu'aucun autre animal ne peut se prévaloir d'une telle gloire. Et que d'autre part, l'homme a été capable de renoncer justement à ce qu'il y avait de trivialement animal en lui, au point que l'homme a aboli l'esclavage, que l'homme a inventé des tribunaux pénaux internationaux qui sont allés condamner justement ceux qui, les rejetons de son espèce, qui n'ont pas été capables de réfréner les pulsions animales en eux. Donc voilà, précisément, la gloire de l'homme, c'est de surpasser son animalité et ses instincts grégaires et violents et barbares pour justement glorifier à travers lui le nom de l'homme. Voilà. Donc je crois que vraiment qu'on peut être fier d'être des humains et pas autre chose. Parce que nous sommes civilisés, est-ce que justement il ne faudrait pas reconsidérer notre regard, le regard que l'on porte sur l'animal? Pas comme le font les antispécistes, en particulier les plus radicaux, mais par exemple, vous citez à l'intérieur de l'antispécisme, il y a différentes obédiences. Vous distinguez par exemple les abolitionnistes et les welfaristes. Pas exactement, parce que l'antispécisme, c'est vraiment le courant de ceux qui sont les plus radicaux au sein de la cause animale. Et là où vous avez raison, c'est que la cause animale, effectivement, c'est plus vaste que l'antispécisme. Voilà. Dans la cause animale, vous avez fait un sort à l'antispécisme, je crois que c'est très clair et c'est parfaitement argumenté. Là, j'interroge, en s'éloignant vraiment de la pure idéologie antispéciste, notre relation à l'animal, je pense, ou ceux qui se nomment eux-mêmes les welfaristes, ceux qui veulent améliorer le bien-être des animaux. Voilà. Est-ce que ce n'est pas justement notre devoir d'hommes civilisés, éventuellement de chrétiens ou tout simplement de citoyens, de justement faire en sorte que le bien-être animal s'améliore? Est-ce qu'il n'y a pas un risque en s'obsédant sur... C'est pas votre cas, hein, mais je parle en général. Et en étant obsédé par l'antispécisme le plus radical, d'en oublier de faire attention au bien-être animal? Alors, le problème, c'est qu'on nage en pleine confusion, parce qu'aujourd'hui, ceux qui tiennent la dragée haute dans la cause animale, ce sont les plus radicaux. C'est-à-dire que ceux qui téléguident les mouvements de prise en compte politique, philosophique et juridique de l'animal, ce sont ceux qui, à terme, même si parfois ils ne le disent pas et ne l'assument pas explicitement, visent à l'abolition de toutes les pratiques qui consistent à exploiter les animaux. Donc, le problème, c'est qu'on est en pleine confusion. Mais évidemment que je suis d'accord avec vous, mais l'histoire de la civilisation des hommes, parce que l'histoire de nos sociétés civilisées va de pair avec l'histoire d'une meilleure prise en compte de la question animale. C'est-à-dire que, et d'ailleurs on l'a très bien montré, même sous la plume d'un grand sociologue comme Norbert Elias, qui s'est précisément intéressé au processus de civilisation, l'homme a progressivement réfréné le caractère bestial de son alimentation, en créant justement des pratiques culturelles qui permettent d'intermédier entre la boucherie et la bouche. C'est-à-dire que l'homme, par exemple, la mort doit disparaître. Voilà, la mort doit disparaître. Il ne faut plus qu'elle soit visible. L'homme ne fait plus venir sur sa table des mets qui rappellent l'animal mort. La nourriture était transformée dans son aspect physique. Et puis, il y a eu l'invention de la fourchette, fascinante invention qui permet justement de créer un intermédiaire entre la carcasse animale et le moment où je l'ingère. Donc, c'est-à-dire que l'histoire de la civilisation des hommes correspond déjà à une forme d'adoucissement de la façon dont je vais consommer la chair animale pour perpétuer ma propre vie, d'une part. Et d'autre part, plus récemment, ça fait maintenant un siècle et demi ou 2 siècles que les sociétés européennes, toutes sans exception, se posent la question de la place des animaux, y compris dans leur jurisprudence. Oui, l'ASP en France, c'est 1845. Voilà, alors effectivement, en Angleterre, c'était quelques années auparavant. D'abord dans des pays anglo-saxons qu'on a commencé, en fait souvent des pays protestants qu'on a commencé à... Il y a une géographie de l'antispécisme, d'ailleurs. C'est plutôt les pays effectivement de culture protestante. C'est intéressant, oui.
comment vous l'expliquez? Pourquoi ces pays protestants ont... En tout cas, pour l'Angleterre, ce qui est assez évident, c'est que la question animale a progressé au XIXe siècle de pair avec le progrès d'un certain ascétisme qui caractérisait assez bien les mœurs à l'époque victorienne. Il fallait vraiment au plus possible réfréner en soi tout ce qui est de non civilisé. Le puritanisme. Et donc ce puritanisme se traduisait en partie par le fait qu'effectivement il fallait bannir toute forme de cruauté, y compris à l'égard des animaux. Mais en l'occurrence, c'est plutôt une très bonne chose. Et donc de fait, le modèle des sociétés de protection des animaux s'est très vite exporté. En France, ça fait plus de 150 ans maintenant que la SPA existe et qu'elle travaille à faire progressivement interdire et puis même punir les pratiques qui consistent à se comporter de façon cruelle, gratuitement cruelle à l'égard des animaux. Et puis, il y a un changement d'ampleur dans le monde de l'élevage qui s'est produit en gros à partir du tournant milieu du XXe siècle, quand on a commencé à avoir un élevage très intensif, où là pour le coup je crois qu'on a vraiment régressé considérablement dans la prise en compte du bien-être des animaux. Mais du coup, à mesure que cette pratique s'est répandue, on a aussi vu à côté de ça une législation de plus en plus exigeante qui supposait d'accorder aux animaux des espaces plus grands, même lorsqu'ils sont parqués à l'intérieur et qui ne peuvent plus paître dans les pâturages. Bon. Et puis des conditions aussi dans l'abattage des animaux, l'étourdissement préalable, etc. Donc on voit bien qu'en fait nos sociétés essayent en permanence de civiliser notre rapport à l'animal. Moi, ce que je crois, c'est que très sincèrement, l'élevage industriel dans lequel on s'est précipité, en plus encouragé par les financements de la politique agricole commune à partir du milieu du XXe siècle, a fait beaucoup de tort à l'animal et qu'on essaye aujourd'hui péniblement de retrouver le caractère très humain du rapport entre l'homme et la bête qui existait dans l'élevage fermier traditionnel. D'ailleurs, j'emploie le mot humain à dessein, c'est-à-dire que contrairement à ceux qui disent que l'homme doit renoncer à ce qu'il est, il doit se déconstruire lui-même, Sandrine Rousseau nous parle d'homme déconstruit. Alors elle parle de l'homme en tant qu'humain, on pourrait parler de l'homme en tant qu'humain, l'humain déconstruit. Pour moi, n'a aucune solution à proposer à la prise en compte de la souffrance animale parce que précisément c'est au nom de son humanité qu'il va considérer que cette souffrance le concerne et qu'il doit la limiter au plus possible. Et donc on a voulu humaniser, on essaie de réhumaniser notre relation à l'animal. C'est une très bonne chose, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense par exemple à l'abattage parce que j'en discute avec des militants antispécistes qui m'opposent ça directement en me disant « Mais regardez ce qui se passe dans les abattoirs, etc. » C'est vrai que franchement, par endroits, il faut le dire, c'est dégueulasse. On a le droit au gros mot sur les oui. C'est dégueulasse. Et c'est indigne. Et les éleveurs sont les premiers à en pâtir. Et ils disent « Mais moi, c'est un crève-cœur d'emmener mes bêtes là-bas, sachant que je sais dans quelles conditions elles vont être traitées, alors que moi, je m'en suis bien occupé pendant toute ma vie d'éleveur. Et là, les dernières heures de leur vie vont être atroces. » Et effectivement, vous le dites très bien, il y a des solutions qu'on essaie de mettre en place. C'est-à-dire que voilà, l'abattoir, c'est un endroit où on a voulu faire des économies d'échelle et qu'on a voulu faire des rendements pas possibles, etc. C'est plus possible. Et donc maintenant, il faut peut-être des abattoirs de plus petite taille, effectivement mobiles, qui puissent aller d'exploitation en exploitation au plus près de la ferme pour qu'il n'y ait pas en plus le transport long et pénible de l'animal. Et puis, si possible, dans un monde parfait, on ferait suffisamment confiance aux éleveurs pour leur redonner le droit d'abattre eux-mêmes leurs bêtes dans certains cas pour ceux qui le peuvent. Mais le problème, c'est qu'effectivement, c'est un truc... Je reviens vous titiller finalement jusqu'en cette prise de conscience. Et on est parfaitement d'accord. Ce que je veux dire, c'est que cette prise de conscience n'a pas supposé l'antispécisme pour avancer. Voilà, ça le précède d'un siècle. C'est bien avant Peter Singer et bien avant aujourd'hui les apôtres de la cause animale qu'on a commencé à se demander quels sont nos devoirs à l'égard des animaux. Simplement, aujourd'hui, ces gens-là ne nous disent pas « l'homme a des devoirs avec les animaux ». Les antispécistes nous disent « les animaux ont des droits ». Ça n'a rien à voir. Alors peut-être que les conclusions de cela seront parfois les mêmes, c'est-à-dire qu'au nom du droit des animaux ou des devoirs de l'humain, on dira les abattoirs avec des conditions abjectes, etc., c'est pas bien. Mais le fait de définir des droits aux animaux va beaucoup plus loin que simplement l'amélioration du bien-être animal. C'est une réflexion philosophique, en tout cas c'est un postulat philosophique qui suppose que, ayant des droits, ils sont nécessairement des personnes, car aujourd'hui pour conférer des droits dans le Code civil français, il faut que, les seuls qui ont des droits sont des personnes. Personnes juridiques ou personnes morales, ou personnes physiques, personnes physiques ou personnes morales. Et donc la notion de droit, c'est un saut en avant philosophique. Alors, les antispécistes nous disent on peut avoir des droits sans avoir des devoirs, parce que, prenons l'exemple particulier d'un adulte handicapé qui a évidemment des droits qui sont liés au fait qu'il est un être humain comme les autres. Il y a certains devoirs dont il ne sera pas comptable parce qu'on ne peut pas tout exiger d'un handicapé. Donc ils nous disent au fond, les animaux seraient un peu comme des handicapés. Ils ont des droits parce qu'ils ont une dignité, etc., mais ils n'ont pas une conscience suffisante pour qu'on puisse exiger des devoirs. Mais en fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun
aucun sens de dire que les animaux ont des droits sans dire qu'au fond, ils ont une personnalité comme la nôtre. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord, pour des raisons que je pourrais détailler s'il le faut, avec l'idée selon laquelle les animaux sont des personnes. On marche sur la tête. Ce lexique-là n'est pas le bon. D'ailleurs, je vais dans votre sens. Vous citez Peter Singer sur justement le cas des personnes handicapées. La vie que mène un être de notre propre espèce dont les capacités intellectuelles sont gravement diminuées a intrinsèquement moins de valeur que la vie d'un animal non humain. Ouais, c'est ce qu'il dit, parce qu'en fait, il est enfermé dans son propre piège. Singer, pour faire très simple. Singer, il a donc un Singer, point de vue qui est utilitariste. De l'antispécisme. Voilà, effectivement, le père spirituel de la pensée antispéciste, celui auquel tous les antispécistes se réfèrent, Peter Singer. Donc, il nous dit qu'effectivement, la dignité de la personne handicapée est très amoindrie du fait même du handicap par rapport à celle d'un être humain en bonne santé. Ou en tous les cas, il dit que la question même de la dignité ne se pose pas parce que pour ajuster mon comportement à l'égard de quelqu'un, c'est-à-dire la question de savoir quelle conduite juste je dois adopter à l'égard de l'autre, eh bien, je dois prendre en compte ses capacités. C'est-à-dire que si, par exemple, à un moment, il défend aussi, alors il appelle ça l'avortement postnatal, ce qu'en fait on appelle en langage commun l'infanticide, il défend l'infanticide en disant la vie du jeune être humain a beaucoup moins de capacité parce que c'est un humain qui est encore très dépendant, qui n'a pas une pleine possession de ses moyens, qui n'a pas une vie sociale très épanouie, qui n'a pas encore une grande conscience de lui-même, etc. Donc cette vie-là, au fond, beaucoup moins d'intérêt au pluriel, c'est-à-dire des intérêts qui sont liés à ses capacités, à sa façon justement d'habiter sa propre existence. Elle a beaucoup moins d'intérêt que ses parents n'en ont, parce que plus une existence est sophistiquée, plus elle est pourvue d'intérêt, au pluriel encore une fois. Parce que donc, ces gens sont nourris partant de cette comparaison-là, de Bentham, c'est aussi ça. Qui est la pensée utilitariste, voilà. Où je m'intéresse effectivement pour adopter un point de vue éthique. Voilà, Jeremy Bentham avec John Stuart Mill, l'un des deux grands papas de la pensée utilitariste, et en particulier de l'utilitarisme moral, qui se pose encore une fois la question de la justesse d'une action en fonction des intérêts qu'elle va affecter. Je ne m'intéresse pas au principe de mon action, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être généreux par générosité, il s'agit d'être généreux parce que je vais faire du bien à quelqu'un, c'est-à-dire que je vais favoriser ses intérêts. Ou au contraire, il s'agit d'éviter les conduites mauvaises parce que je vais affaiblir ou amoindrir ou affecter les intérêts d'autrui. Et bien donc, si on commence à comparer les intérêts des uns et des autres, effectivement, on sort complètement du cadre humaniste dans lequel on considère que la vie humaine de son propre fait est empreinte d'une dignité sacrée, qui est encore une fois une logique essentialiste. L'homme, par son essence, serait empreint d'une dignité, pour dire simplement, non, il n'y a plus de dignité de machin, etc. On compare des vies de façon vraiment mathématique, on soupèse les intérêts des uns et des autres, et s'il faut faire une préférence, si on se place dans un dilemme éthique où je dois choisir entre l'un ou l'autre, eh bien, ma préférence va à celui dont les intérêts sont les plus grands. Et donc, en l'occurrence, Singer n'hésite pas à dire, par exemple, que s'il faut choisir pour faire des expériences médicales, pharmaceutiques, des cobayes, eh bien, il vaut mieux faire des expériences sur des adultes handicapés que sur des animaux en bonne santé, parce que les adultes handicapés ont moins d'intérêt. Donc là, on voit bien, effectivement, le caractère complètement atroce de cette pensée, et on voit bien effectivement ce que l'antispécisme ajoute par rapport à la prise en compte du bien-être animal traditionnel, c'est que l'antispéciste, au fond, veut révolutionner l'ensemble de notre façon de nous représenter l'animal. Moi, j'ai essayé dans le livre de définir, complètement arbitraire, et on pourrait m'objecter d'autres constructions historiques, mais moi, c'est ma façon de représenter un petit peu l'histoire du mouvement antispéciste, définir 3 grands mouvements, au fond. Les stades de développement. Voilà, 3 stades un peu de sa pensée. C'est-à-dire qu'au début, c'est une pensée morale. Peter Singer, c'est un éthicien, un moraliste, c'est-à-dire qui se pose la question de savoir ce qui est juste ou injuste. Ensuite, on en arrive, parce que ça tient pas très longtemps, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit il faut considérer les animaux comme nos égaux, mais il faut bien définir ce que c'est qu'un animal et ce que c'est qu'un humain. Donc là, on en arrive à une pensée philosophique, c'est-à-dire l'antispécisme qui veut en fait remettre en cause les essences culturelles. Et donc là, c'est vraiment le stade ultime de la déconstruction. Et d'ailleurs, on y revient un petit peu à ce que vous me disiez sur le lion et l'agneau chez Isaïe, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un courant qui veut faire s'accomplir les prophéties qui sont dans la Bible, mais en fait, c'est faire s'accomplir au fond les grands fantasmes de l'humain, de l'abolition de toutes les grandes différences pour converger dans un vaste mouvement de paix et d'indistinction dans lesquels, au fond, on serait tous pareils, tous égaux. Donc en fait, c'est le paradis sur Terre, c'est le grand rêve d'une utopie
qui a été porté par les gnosticistes pendant toute l'histoire du christianisme, qui est aujourd'hui porté par les penseurs du marxisme, de l'hégélisme, et le flambeau aujourd'hui est repris par les grandes traditions progressistes, que ce soit un certain féminisme, que ce soit la pensée queer sur la question des droits des genres, etc., ou aujourd'hui l'antispécisme. L'idée d'un monde parfait où toutes les frontières sont abolies, où on est tous équivalents, et même plus qu'équivalents, indistincts. Là, le stade culturel de l'antispécisme va jusqu'à dire... rien ne permet de distinguer l'humain et l'animal. La preuve, là je cite Donna Haraway, qui est une aussi des grandes penseuses de ce mouvement, qui vient des études queer et qui ensuite s'est intéressée à la question de l'animal. La preuve, je peux avoir des partouzes avec mes animaux de compagnie. Je peux, dans les relations sexuelles, tout se mélange, on voit qu'on est tous pareils, que l'animal a du plaisir comme moi, etc. Et elle le raconte dans son livre, dont je décommande la lecture au moins de 18 ans. Mais d'un côté, je me dis, elle est énorme. Quand je lis ça, je me dis... trop facile, j'ai plus qu'à le citer et c'est gagné. Donc après, moi, je m'interroge et je me dis, mais est-ce que c'est pas un peu malhonnête ce que je suis en train de faire? Est-ce que Donna Haraway est représentative d'un véritable courant de pensée au sein de l'antispécisme? Est-ce qu'elle exprime quelque chose? Mais en fait, oui, Donna Haraway, c'est la superstar. Ses livres sont traduits presque automatiquement en français lorsqu'ils sortent. Elle est citée, pareil, dans beaucoup de travaux de recherche, que ce soit sur les questions qu'elle a abordées dans le genre ou aujourd'hui de l'antispécisme, etc. C'est-à-dire que Donna Haraway jouit d'une réputation extrêmement favorable à l'université. Donc c'est bien montré là que le discours radical d'une indistinction absolue, d'une abolition de la frontière entre l'homme et l'animal, d'une extinction de l'homme à proprement parler au sens d'une catégorie de référence, c'est bien au cœur du projet antispéciste et pas de façon marginale ou anecdotique. Vous la citez justement, Haraway, dans votre livre. Le projet explicite n'est pas seulement celui d'une fusion mystique avec la nature, il est aussi celui d'une destruction de toute pensée objective et rationnelle. Ces gens-là n'avancent pas masqués. Est-ce qu'il y a une forme de nouvelle religion aussi? Est-ce que c'est justement quoi? Est-ce que c'est pas le vide spirituel de cet Occident en déclin? On parlait de géographie de l'antispécisme. C'est proprement occidental aussi. Alors, l'antispécisme, c'est proprement occidental. Oui, parce que c'est la remise en cause des préjugés, pour parler comme eux, qu'ont les Occidentaux au sujet de l'humain et de l'animal. C'est-à-dire qu'effectivement, encore une fois, la pensée occidentale s'était construite autour de grandes antinomies, de grandes oppositions, de grands dualismes. Il y a l'homme et la femme, il y a le citoyen et il y a l'étranger. Vous savez ce que le multiculturalisme a pourfendu en disant, au fond, non, il n'y a aucune raison de dire que les frontières physiques qui entourent les États doivent établir des frontières morales entre les personnes selon leur statut, selon ce qui a marqué sur leur papier d'identité ou le fait même qu'ils aient ou non des papiers d'identité. Ça, c'est le multiculturalisme et voilà, la pensée no border. Et donc, il y a la transcription aujourd'hui à la question de la différence humain-animal de cette pensée qui veut l'abolition de toutes les frontières et l'indistinction absolue des choses, qui culmine avec l'antispécisme. Encore une fois, il faut être bien clair. Là, ce qu'on dit là, Donna Haraway que vous citez, etc., ce sont les théoriciens, ce sont les gens qui ont forgé la doctrine antispéciste. Je ne prétends pas que tous les gens qui aujourd'hui refusent de manger de la viande adhèrent à ce logiciel-là. D'ailleurs, probablement que la plupart d'entre eux n'ont jamais lu Donna Haraway. Il n'empêche que, il me semble qu'ils sont au fond les idiots utiles de ce mouvement qui a défini d'ores et déjà l'objectif final, qui est ce que vous venez de lire, c'est-à-dire effectivement le renoncement à toute catégorie objective de pensée, c'est en fait l'abolition de la pensée conceptuelle. C'est une autre forme d'intelligence qui ne s'intéresse qu'à des catégories fluides qui peuvent évoluer, qui sont malléables à merci et qui n'ont jamais de définition ou d'identité fixe. Donc ça, c'est le projet à terme. Et ensuite, ce projet s'appuie, grâce en plus au bon sentiment véhiculé par l'impression que donne le combat animaliste d'être du bon côté des choses parce qu'on lutte contre la barbarie et la souffrance, il s'appuie sur tous les gens qui vont ensuite s'en faire les perpétuateurs, parfois malgré eux, ou parfois sans prendre conscience du projet idéologique radical qu'il y a derrière. Mais les grands idéologues n'ont jamais eu besoin d'être majoritaires dans l'histoire pour opérer les révolutions, c'est un lieu commun que de le dire. Il suffit de quelques théoriciens qui savent exactement ce qu'ils veulent faire, et ensuite d'un mouvement qui porte leurs intérêts sans qu'il y ait besoin en permanence de rappeler l'enjeu doctrinal qui y a derrière. L214 fait le boulot de Donna Haraway et de Peter Singer, en plus parfois de façon politique, un peu malhonnête. Pardon, je vous ai coupé, mais il y a un troisième stade qui est le stade politique. Le stade militant politique. C'est celui-là, voilà. C'est justement
Une fois qu'on a défini une nouvelle morale et qu'on a défini une nouvelle culture, en tout cas un nouveau rapport philosophique à l'homme et à l'animal, il s'agit de le promouvoir à travers les faits, les actions, et pour ça, on demande aux législateurs, par le militantisme ou par le combat législatif et politique, de faire évoluer les choses. Et ça progresse de façon très insidieuse, c'est-à-dire que les gens ne vont pas réclamer tout de suite, ou alors très peu d'entre eux vont le faire, la part des gens ne réclament pas tout de suite la fin de l'élevage et de la chasse. Ils disent pas demain, arrêtons tous de manger de la viande. Ils disent non, arrêtons telle ou telle chasse. La chasse à courre, la chasse traditionnelle. Ils disent arrêtons tel ou tel élevage. On arrête par exemple dans la loi qui est discutée, je crois qu'on en est actuellement à la commission mixte paritaire qui fait le bilan de ce qui a été dit au Sénat et à l'Assemblée sur le projet de loi sur le bien-être animal. Mais je crois qu'on s'apprête à interdire par exemple l'élevage des visons à fourrure. Pourquoi ? Ça, j'en sais rien. Pourquoi est-ce qu'on peut élever en France des cochons, des vaches, mais pas des visons ? Il y a un choix qui est même presque un peu illogique. On les mange pas, mais on en fait de la fourrure. Mais enfin, je veux dire, c'est une activité commerciale. On sait faire de la fourrure synthétique. Légitime. Un petit peu de la viande artificielle. On sait de plus en plus se passer de la viande pour manger. Alors depuis en particulier qu'on a synthétisé la vitamine B12, donc qui est on peut avoir un régime complètement vegan, a priori sans être en manque en termes de vitamines, sans faire l'objet de carences alimentaires. En tout cas, c'est ce que disent certains nutritionnistes favorables au végétarisme. Je sais qu'ils sont contestés par d'autres, etc. Mais à la limite, ce combat-là, j'y comprends pas grand-chose. Je suis pas du tout diététicien ou nutritionniste et c'est pas mon objet. Mais en tout cas, effectivement, de plus en plus, on peut remplacer les produits d'origine animale par des produits qui ne supposent pas la souffrance ou l'exploitation des animaux. Et demain, la grande révolution, ce sera la viande artificielle qu'on nous promet à grande échelle dans les supermarchés d'ici 2030 à peu près, c'est-à-dire de la viande qu'on fait produire en laboratoire par la reproduction in vitro de cellules animales sans qu'il y ait besoin de mettre à mort un animal pour prélever sur lui le steak. Donc peut-être que demain on pourra consommer... C'est déjà 5 milliards d'euros de marché, hein, vous le rappelez. Voilà, 5 milliards de dollars, et c'est un marché en pleine expansion. Beaucoup d'investisseurs effectivement se lancent dedans. Alors aux États-Unis, en Israël principalement, en France il y a 2 ou 3 grandes startups qui investissent dessus à fond. C'est l'argent de Xavier Niel, etc. et d'autres visionnaires qui commencent à sentir bien qu'effectivement ce sera le grand marché de demain. Et ce que disent les spécialistes qui sont dans ce secteur-là, c'est qu'il faudra certainement une dizaine d'années pour qu'on arrive à des économies d'échelle suffisantes pour que le steak artificiel soit au même prix que le steak normal, ça soit aussi peu cher que le steak normal. Et ensuite de ça, il faudra aussi faire accepter les pratiques aux normes européennes en termes d'agroalimentaire et d'agrobusiness. Donc il faudra un moment pour que ça soit accepté, régulé, etc. Donc eux, ils se disent, d'ici 2030, au supermarché, quand je vais chez Lidl, j'ai le choix entre le steak qui est prélevé sur une vache qui a grandi dans un champ et à qui on a coupé la gorge, et le steak artificiel produit dans un laboratoire. Que fera Paul Sugy à ce moment-là ? Eh bien, au fond, sincèrement, j'en sais rien. Si et je m'en moque un peu. Si ça a le même goût, j'en sais rien. Je sais que là, c'est plus l'objet de votre essai. Hein, non, mais la question est bonne. Franchement, mon livre n'est pas un plaidoyer pour la consommation de viande. De fait, je mange de la viande parce que je vois aucune bonne raison de se l'interdire. Et je mentirais si je disais que j'aimais pas ça, mais comme beaucoup de gens. Mais je ne fais pas un plaidoyer de viandard qui dit laissez-moi mon morceau de barbac, arrêtez de m'embêter. Ce que je dis, c'est le coût de l'élevage du bison. Ce que je dis, moi, c'est le coût intellectuel de ça. Au nom de quoi, pour en revenir au vison et puis peut-être demain à la viande artificielle, etc. Au nom de quoi est-ce que l'on va imposer progressivement à des éleveurs, à des exploitants agricoles, etc., d'arrêter de produire de la fourrure ou de la viande ou je ne sais quoi, parce que ça heurterait la morale de quelques militants ou de quelques idéologues qui ont dit c'est pas bien. Au nom de quoi ? Par exemple, d'un point de vue simplement constitutionnel, la liberté d'entreprendre, c'est un principe qui a une valeur constitutionnelle en France. C'est-à-dire que les droits fondamentaux en France nous autorisent à entreprendre, c'est-à-dire à développer une activité marchande, commerciale, etc., dans quelque sens que l'on le souhaite, tant qu'on n'enfreint pas d'autres règles ou qu'on ne porte pas atteinte à la liberté d'autrui. Considérer que l'élevage de visons est une atteinte suffisante à la morale ou à je ne sais quel principe juridique et que ça justifie donc le fait de l'interdire en France, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on sanctuarise quelle autre forme de droit ? Alors, on pourra peut-être dire, je sais pas moi, la charte de l'environnement qui a été accolée au bloc de constitutionnalité peut peut-être justifier ça, mais enfin, je sache pas que les visons sont une espèce menacée, donc ce serait pas au nom de la lutte pour la biodiversité. Enfin, quel est le raisonnement juridique ou politique qui permet de dire, je vais entraver la liberté d'entreprendre parce que je considère que personne en France ne doit avoir le droit d'élever des visons pour leur fourrure et demain d'élever des vaches pour leur viande. Et si je veux élever des chiens pour en vendre la viande ? Enfin, c'est le même principe dans ce cas-là. D'un point de vue juridique, je devrais en avoir le droit. Il y a aussi des pratiques
culturelles qui évoluent avec le temps. Qui sont réprouvées par la culture. Se dit, par exemple, la viande de cheval en Europe existe un peu, même si peu de gens en mangent parce que c'est pas dans leur culture. Enfin, on en mange beaucoup plus en Italie qu'en France, l'a dit. Effectivement, il n'y a pas un grand marché pour la viande de cheval. C'est ça. Là, effectivement, c'est culturel. On peut se dire que c'est une évolution culturelle. On n'interdit pas aux gens de cultiver de la viande de cheval en France. Simplement, ils le font pas parce qu'ils se disent de toute façon c'est pas rentable parce que les gens n'en mangeront pas ou pas beaucoup, je ne sais quoi. Et quand on en retrouve dans les lasagnes, ça fait un grand scandale. On a changé de regard sur l'abattage des chevaux, qui en réalité finissent pour beaucoup à l'écarissage et en pâté pour chien. On a changé de regard, on a changé de mentalité. Donc moi, c'est exactement ce sur quoi je m'appuie en disant quelles sont les répercussions de long terme sur l'évolution des mentalités qui pourraient aller demain jusqu'à considérer comme immorale, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les raisons, la consommation d'animaux pour notre plaisir. Que ce soit pour chasser, que ce soit pour élever des animaux pour les manger, que ce soit pour faire un blouson en cuir ou je ne sais quoi. Ou pour même récolter le lait des vaches, parce que c'est un viol. Je vous rappelle que vous allez toucher sexuellement les vaches sans leur consentement. Et le miel des abeilles qui est une expropriation du travail de l'animal, donc une forme de réduction à l'esclavage. J'ai bon ? Exactement. 10 sur 10. Bon, donc quel est le changement au fond de civilisation que nous prépare cette évolution culturelle ? C'est l'homme qui se place volontairement en situation d'égalité juridique avec les animaux, au moins sur ce point de vue du droit négatif, droit à ne pas être. Droit à ne pas être tué, droit à ne pas être violenté, battu, je ne sais quoi, élevé, exploité, droit à ne pas voir son travail volé par quelqu'un qui ne nous le rémunère pas à sa juste mesure, etc. Voilà. Donc droit négatif. L'antispécisme, la première chose qu'il veut créer, c'est l'homme considère qu'il a les mêmes droits négatifs avec les animaux. Et ça va même plus loin, parce que l'antispécisme qui triomphe, c'est l'antispécisme qui réussira à imposer demain un droit positif pour les animaux. Les animaux ont une personnalité juridique, c'est-à-dire que ce sont des personnes et non plus des choses. Les animaux ont des droits, et par conséquent, donc, les animaux ont un statut social que certains idéologues vont même jusqu'à appeler citoyenneté. Il y a un livre qui est là aussi encore un best-seller dans la littérature antispéciste, très intéressant, c'est ce que Hélène Thuy m'avait dit. Donc, Hélène Thuy, c'est la présidente du parti animaliste, qui m'avait dit que c'est ce livre précisément qui lui a donné l'envie de s'engager politiquement pour les animaux jusqu'à maintenant être candidate pour l'élection présidentielle. Ce livre, c'est Zoopolis, la cité des animaux. Zoopolis. Et Zoopolis, c'est la définition, c'est un traité de zoopolitique, donc une politique plus juste, plus inclusive peut-être à l'égard des animaux, de tous les animaux et pas simplement les animaux humains, puisque les antispécistes disent animaux humains, animaux non humains, pour pas dire les humains et les animaux. C'est une façon comme une autre de rappeler que selon eux, nous ne sommes que des animaux. Donc zoopolis, c'est quoi ? C'est l'idée que certains animaux devraient mériter une citoyenneté, donc c'est-à-dire une inclusion dans notre cité politique avec une reconnaissance, un sentiment d'appartenance à la communauté que nous formons, qui supposerait une représentation politique, qui supposerait donc un certain nombre d'élus qui seraient uniquement dévolus à la défense de leurs intérêts et qui siégeraient dans les organes démocratiques à tous les échelons politiques, de la commune jusqu'à l'État ou même l'ONU, et puis même une certaine forme d'éducation, en tous les cas une acculturation avec les humains pour que la coexistence entre eux et nous se fasse de la façon la plus harmonieuse possible. Bon, c'est-à-dire qu'il va falloir apprendre, je sais pas moi, aux animaux qu'on ne viole pas son prochain dans la rue ou je ne sais quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait les éduquer un minimum pour qu'ils adoptent les principes élémentaires qui permettent chez nous le vivre ensemble. Un détail intéressant d'ailleurs, je parlais tout à l'heure de la continuité qu'il y avait entre l'abolition d'un grand nombre d'antinomies et l'abolition de la frontière entre l'humain et l'animal. Zoopolis, ça a été écrit par Sue Donaldson et Will Kymlicka, qui sont des auteurs qui, notamment d'abord, s'étaient concentrés sur la question du multiculturalisme. Donc pour eux, l'inclusion de l'étranger ou l'inclusion de l'animal revient au fond à peu près à la même chose. C'est l'inclusion de l'autre avec un A majuscule, l'autre, celui qui met différence, c'est-à-dire c'est la recherche de vouloir s'affranchir le plus possible de toutes les différences, la différence étant vécue comme une exclusion et comme une oppression. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à... Certains comparent même les animaux liminaires, c'est-à-dire les parasites, en gros les rats, les puces, aux migrants et leur souhaitent la même qu'on considère ces animaux de manière très positive et bienveillante. Bien sûr, on avait entendu ce débat lunaire à la mairie de Strasbourg, on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire effectivement des rats et des punaises de lit et qu'on voulait leur inventer ce que j'avais appelé la politique du logement social des punaises de lit. On voulait leur trouver un habitat alternatif pour que, oui, ils nous dérangent parce qu'ils sont chez nous et que ça nous embête, mais on va les replacer ailleurs parce que quand même ils ont le droit à vivre une vie paisible et heureuse comme chez nous. D'ailleurs, quand je parle de représentation politique pour les animaux qui seraient des citoyens, on a l'impression d'être dans le futur.
Mais en fait, ça existe déjà. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé par exemple la liste des communes depuis les dernières élections municipales, c'est-à-dire depuis 1 an et demi, qui ont mis en place dans leur municipalité une représentation politique pour les intérêts des animaux, notamment en créant un poste d'adjoint au maire ou d'élu municipal dévolu au bien-être animal. Il y en a de plus en plus. C'est-à-dire que de plus en plus de communautés politiques, en l'occurrence les mairies, mais c'est de plus en plus vrai aussi à d'autres échelons, et dans des pays, ça va jusque même dans le gouvernement, mettent en place une représentation politique dévolue uniquement à l'intérêt de l'animal. C'est-à-dire que l'intérêt de l'animal est un intérêt qui doit être pris en compte par le politique, par le législateur, par le pouvoir exécutif, au même titre que les autres. Intéressant comme évolution. C'est-à-dire que de plus en plus, on n'arrive pas à penser notre destin de façon différenciée du leur, et que progressivement, on va se demander, donc non pas seulement si les animaux ont droit à ne pas être torturés, tués, abattus, élevés, machin, et exploités, mais est-ce qu'ils n'auraient pas des droits positifs ? Le droit, par exemple, à vivre en bonne santé, parce que si je considère que la santé et le bien-être de l'animal est aussi préoccupant que la santé et le bien-être de mon frère, eh bien, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une sécurité sociale demain qui défendrait la santé des animaux, au même titre qu'aujourd'hui on protège la santé des humains ? Mais ça, à nouveau, ce n'est pas, en tout cas pas uniquement lié à l'antispécisme. C'est lié, par exemple, à la déconnexion des gens de la nature, la vraie nature. C'est lié presque à la sanctification des animaux domestiques. C'est lié à une évolution culturelle d'ampleur dans nos sociétés, dont l'antispécisme aujourd'hui tire parti, parce que clairement, ça sert, à mon avis, sa cause, et effectivement, dont il est l'un des symptômes. Effectivement, on a changé complètement de regard sur le monde sauvage en l'espace de quelques siècles, pour une première raison, c'est que la nature sauvage, et en particulier le monde animal, précisément même le monde animal, ne me menace plus dans mon intégrité physique. À part peut-être en Slovénie avec quelques ours, je sais qu'on construit des alarmes à l'entrée des villages pour prévenir quand l'ours est là, etc. Et puis des situations très particulières qui sont liées uniquement à la façon dont l'homme réfrène son action sur l'animal. Je pense à la Réunion avec les requins. À la Réunion, on a des problèmes, on a des accidents avec les requins à la Réunion pour une simple et bonne raison, c'est qu'on s'interdit de pêcher tous les requins qui s'approchent à moins de X miles de la côte. On interdit complètement la baignade dans la plupart des plages autour de l'île, en autorisant seulement la baignade ou le surf dans les lagons. Alors, je ne fais pas beaucoup de surf, mais on m'a expliqué que surfer dans un lagon, avec la barrière de corail qui, en fait, casse les vagues à l'entrée, ça n'a aucun intérêt. C'est aussi qu'il y a eu un afflux de requins lié, alors est-ce que ce serait des différences de courant marin, de pratiques de pêche, mais toujours est-il, il y a beaucoup plus de requins qu'auparavant aussi. Oui, mais qu'on s'interdit de pêcher. Aujourd'hui, on ne peut pas, parce qu'il y a plein d'interdits préfectoraux, aller réguler comme on le veut la population du requin bulldog. Je précise requin bulldog parce que c'est une espèce qui est tout sauf menacée, qui prolifère à vitesse grand V. Je crois qu'une portée de requin bulldog, ça peut monter jusqu'à 60 petits. Enfin, vraiment, on n'est pas du tout sur une question de sauvegarde de la biodiversité. Hein. Rassurez-vous, c'est pas une espèce qui va disparaître demain parce qu'on établira un périmètre de sécurité autour des côtes à l'intérieur duquel on l'empêcherait de proliférer. Donc vraiment, là, pour le coup, c'est l'homme qui se plante lui-même une épine dans le pied en s'interdisant d'affronter sur un terrain direct son prédateur naturel, c'est-à-dire un animal qui, s'il le rencontre, peut porter atteinte à mon intégrité physique jusqu'à aller même qui peut me tuer s'il en a envie. Bon, mais ce genre de situation devient anecdotique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus la peur du monde sauvage qu'on avait lorsqu'il y a encore quelques siècles, on fermait les portes de la ville pour se protéger du loup. Donc, forcément, on est beaucoup plus disposé à avoir un regard affectif sur l'animal. Un tournant qui s'opère, selon moi, notamment à un moment précis dans la culture française, c'est l'apparition des documentaires animaliers. Commandant Cousteau est allé filmer au plus près de l'animal la vie sauvage, en nous montrant sous un jour nouveau peut-être la vie de la merlouve qui jusqu'à maintenant était considérée comme une grande prédatrice effrayante et dont on faisait des histoires à faire pâlir d'horreur tous les petits-enfants, et qui maintenant est présentée sous un jour maternel, au fond très, très proche de ce que l'on peut ressentir nous en tant qu'humains. On leur prête une psychologie, une affectivité qui est complètement anthropomorphisée, c'est-à-dire qu'en fait, on les compare à nous, et même parfois, on utilise dans le vocabulaire qui est employé dans le commentaire off du documentaire animalier, des mots spécifiquement humains. Et ça, c'est malin. Et les antispécistes l'ont bien compris. Utiliser le registre des sentiments et de l'émotion, alors qu'au fond, on n'a aucune preuve que les animaux ressentent des émotions comme nous. C'est quelque chose qui n'a pas vraiment beaucoup de sens, en fait. C'est une construction mentale de dire cela. Mais utiliser ça, c'est la meilleure façon du monde de dégoûter durablement les gens de la viande ou de la chasse ou de je ne sais quoi.
là je l'ai vu par exemple très récemment, dans un livret que l'association L214, qui est un des grands lobbies militants justement contre beaucoup de pratiques liées à l'élevage ou à la chasse en France, promeut. L214 est allé dans les écoles. En théorie, ils n'en ont plus le droit maintenant, ce que Jean-Michel Blanquer a dit, niet, on n'en veut plus, on veut que des associations agréées dans nos écoles, mais en fait, ils contournent l'interdiction parce que je sais de sources sûres qu'ils continuent d'aller intervenir dans des classes, y compris parfois aux primaires. Par exemple, à Grenoble, ils s'en sont encore vantés récemment sur les réseaux sociaux. Et ils apportent une brochure que j'ai pu consulter. J'ai même interviewé longuement le gars chez L214 qui a fondé ce programme L214 Éducation. On a une double page avec les animaux de la ferme qui ressentent plein d'émotions, qui sont décrites dans des bulles, comme une bande dessinée, avec le petit agneau qui est heureux auprès de sa mère, tel animal qui s'intéresse à la façon d'un humain, à, je sais pas, au passage des trains ou je ne sais quoi, tel autre qui ressent telle ou telle émotion. Et puis, la double page d'après, on vous parle de l'horreur de l'élevage industriel et de l'abattage. Donc, on vous montre à quel point ces animaux qui ont des émotions semblables aux nôtres peuvent être martyrisés parfois dans des conditions effroyables. Et comme par hasard, dernière page, avez-vous déjà réfléchi au végétarisme ? Regardez, c'est pas très difficile et on vous mentionne des sites militants qui ensuite vous disent comment est-ce qu'on peut rentrer dans une trajectoire qui nous conduit progressivement à abandonner tout régime carné. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'effectivement notre évolution sur l'évolution de notre regard sur l'animal a justement s'est faite à la façon dont on a détourné culturellement la représentation de l'animal aussi à la faveur de cette, vous le dites très bien, de cette urbanisation des modes de vie. En fait, même quand on vit pas à la ville, même quand on vit à la campagne, on n'est plus au contact du monde sauvage, en tout cas plus chez nous. Et d'ailleurs, même les safaris africains, c'est plus vraiment le monde complètement sauvage comme il pouvait l'être autrefois. C'est un monde qui a été complètement façonné par l'homme, dans lequel l'animal occupe la place qu'on a bien voulu lui laisser, et seulement cela. Donc évidemment que notre regard culturel change sur l'animal. On l'a vu aussi avec les animaux de compagnie. On a parlé longuement des phénomènes des NAC, des nouveaux animaux de compagnie. Donc on a tendance par exemple à considérer que des animaux qui étaient seulement sauvages il y a encore quelques décennies peuvent redevenir des animaux ou peuvent devenir des animaux domestiques. Avec parfois des situations dramatiques que l'on sait où des gens adoptent des reptiles complètement inaptes à la vie domestique et qui finissent par abandonner parce que c'est complètement idiot d'avoir un caïman chez soi à Paris ou je ne sais quoi, qu'on finit par retrouver dans les égouts. Mais on voit bien qu'effectivement il y a un phénomène culturel qui est massif. Alors après, moi je prends juste des pincettes quand on me dit parfois le véganisme en gros c'est un truc de bobo des centres-villes. C'est vrai et faux. C'est-à-dire qu'effectivement, la cause animale dans ses référentiels culturels progresse d'abord dans les grandes villes. Si vous cherchez des restaurants véganes, vous avez plus de chances d'en trouver dans le Marais que dans je ne sais quelle ville de taille moyenne à la campagne. J'en cite pas pour pas me fâcher avec les spectateurs de province, en donnant l'impression de mépriser ces territoires. Pas du tout. Mais effectivement, la culture végane est plutôt enracinée dans les centres-villes. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que le vote animaliste aux élections, par exemple, européennes, c'est Fourquet qui l'analyse dans une étude à un moment donné, il dit, en fait, c'est pas qu'un vote de centre-ville, c'est même plutôt un vote périurbain. Ce qui est intéressant, parce que la vie périurbaine, c'est-à-dire les gens qui vivent aux marges des grandes villes et des grandes agglomérations, en fait, c'est le propre de gens qui veulent, au fond, retourner un peu à la campagne sans en avoir les inconvénients, les désagréments. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une vie plutôt à l'écart des centres-villes, mais qui ne sont pas éleveurs de maïs et qui voient, comme c'est le cas dans la plupart des départements dans le sud de la France ou dans les Cévennes, leur culture piétinée en permanence par les sangliers. Parce que si vous avez des sangliers qui vous piétinent vos cultures en permanence, vous n'aurez aucun problème à considérer qu'effectivement, oui, la chasse est plutôt une bonne chose et que réguler la population de sangliers n'a rien d'immoral, bien au contraire. Vous voyez ? C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas confrontés à une difficulté qui est réelle, qui est celle qui est l'homme. Lorsqu'il définit les milieux naturels dans lesquels il veut vivre, qu'il les recompose et qu'il les régule de façon volontaire, est bien obligé d'octroyer une place à certains animaux plutôt qu'à d'autres, ou à réguler la population de certaines espèces plutôt que d'autres pour que chacun au fond puisse y trouver sa place. Même la biodiversité suppose de prélever au fond des populations animales. Un exemple trivial que je connais moi parce que je viens de la Dombe qui est une région très marécageuse avec beaucoup d'étangs dans lesquels on a un certain nombre d'espèces de poissons qui peuvent cohabiter, notamment pour le plus grand bonheur des pêcheurs. Je sais très bien que si vous avez un moment des poissons-chats qui arrivent dans un étang, c'est une véritable calamité parce que 2 ans plus tard, vous n'avez plus que des poissons-chats qui ont bouffé tout le reste. Parce que le poisson-chat,
c'est comme ça, quand il arrive, il prolifère, il prend la place des autres espèces. Si vous voulez protéger la biodiversité dans les étangs de la Dombe, vous êtes obligé à un moment d'appeler tous les pêcheurs du coin et de leur dire, écoutez les gars, vous me sortez tous les chats du truc et vous les jetez, vous les bouffez, j'en sais rien, je ne veux pas le savoir, mais vous me les sortez de ce truc sans les relâcher parce que les chats, c'est une véritable calamité. Comme les perches-soleil et le silure, par exemple, mais là, le silure, c'est un gros débat, parce qu'il y a des intérêts fleuves, commerciaux, parce qu'aujourd'hui, c'est la pêche qui rapporte le plus, disons, matériel. Mais même si on sait que c'est un animal parasite mais c'est passionnant. C'est passionnant parce que ça montre que l'intelligence humaine, au nom même de la préservation des espaces naturels et même de la protection de la biodiversité, eh bien, c'est octroyer le droit effectivement de réguler la vie des animaux, ce qui consiste, en des termes beaucoup plus crus, à en tuer certains pour protéger la vie de certains autres. Et c'est la façon dont on a aujourd'hui défendu une certaine idée qu'on se fait de la nature. Et là, j'en arrive à un débat qui, pour moi, est fondamental. C'est-à-dire que, pour moi, il y a une vraie antinomie entre l'écologie d'une part et l'antispécisme d'autre part, pour plusieurs raisons. Dans les faits, l'antispécisme se moque bien de la biodiversité. Pourquoi ? Parce que l'antispécisme, c'est l'opposition au spécisme, c'est-à-dire l'opposition à la pensée qui catégorise les individus animaux en plusieurs espèces différentes. Donc si vous ne croyez pas ou si vous ne prêtez pas attention à la diversité la question même de l'espèce, vous vous fichez bien de la diversité des espèces. Ce qui compte pour un antispéciste, c'est que chaque animal vivant vivent dans des conditions agréables, une vie harmonieuse, en paix avec ses semblables et ne soit pas heurté, ni lésé, ni quoi que ce soit, ni exploité par les autres, en particulier par l'humain. Donc, peu importe au fond qu'il existe 25 000 espèces différentes de papillons ou une seule, tant que tous les papillons se portent bien. Bon, c'est pas du tout la même chose que la vision écolo, mais écolo peut-être à la sauce romantique, peut-être tous les écologistes ne se reconnaissent pas nécessairement là-dedans, mais en tous les cas, la vision écologiste qui considère que l'intérêt de la protection de l'environnement, c'est de transmettre à l'humanité de demain un monde aussi beau et aussi agréable à vivre que le nôtre. Donc c'est au fond une autre forme d'anthropocentrisme. C'est-à-dire que c'est au fond considérer les intérêts de tous les humains, pas seulement les humains d'aujourd'hui, mais aussi ceux de demain, donc des générations à venir, mais d'abord les intérêts des humains. À quoi ça sert que le monde soit joli ? À quoi ça sert qu'il y ait 25 000 espèces différentes de papillons de toutes les couleurs qui viennent apporter leur chatoiement lorsqu'on va randonner dans les Alpes ? Est-ce que les renards, ou est-ce que les hérissons, ou les sangliers, ou les chevreuils, ou les chamois, ou je ne sais quoi, ou les marmottes, si on est dans les Alpes, en ont quelque chose à faire de la biodiversité, de la diversité des espèces, de la beauté du monde, qui est composée justement par les couleurs et les spécificités qu'apporte chaque espèce. Ils s'en moquent. Je veux dire, la biodiversité est un problème spécifiquement humain. Il concerne l'idée qu'on se fait du monde, l'idée qu'on se fait de sa beauté, et l'idée surtout qu'on se fait que, et je vais citer un poncif d'étudiants de Terminal L qui veut faire 2 mots de politique, mais l'idée que la diversité est une richesse. Parce que c'est vrai que l'écologie, c'est d'abord considérer que la diversité des espèces est une richesse et que le monde est plus beau s'il fait droit à cette diversité-là. Donc, vous voyez bien qu'il y a une opposition en termes de principe entre l'écologie qui consiste à protéger l'environnement, pas parce que l'environnement a des droits, mais parce qu'il est agréable pour l'homme de vivre dans un environnement protégé et qui soit transmis de génération en génération sans que sa beauté ou que le nombre de ressources disponibles soit affecté par la génération actuelle. Bon, et donc ça, d'une part, c'est l'écologie, c'est-à-dire que vraiment qui défend les intérêts des humains en disant l'écrin dans lequel nous vivons doit être protégé parce que c'est une façon de respecter les humains qui viendront après nous, ou de respecter les humains qui vivent ailleurs, parce qu'aujourd'hui, l'action que j'ai aujourd'hui sur un continent peut affecter le bien-être des populations humaines sur le reste de la planète, ou l'antispécisme qui considère les intérêts de tous les animaux et pas seulement des humains, et donc pour cela, qui s'interdit de tuer tel animal, même au motif que la mort de tel animal serait bénéfique pour tel autre animal. Vous voyez, c'est un peu comme si, et d'ailleurs ils vont jusque-là, les antispécistes vont même jusqu'à dire les animaux entre eux ne doivent pas se manger, enfin certains en tout cas vont sur ce terrain-là. Thomas Lepelletier en France par exemple, qui est aussi un des grands contributeurs des cahiers antispécistes, dit la prédation dans le monde sauvage, donc pas simplement la façon dont l'homme consomme d'autres animaux, mais la façon même dont les animaux se mangent entre eux dans la grande chaîne alimentaire, est quelque chose qui pour nous apparaît moralement condamnable, et même si les animaux n'ont pas les moyens intellectuels de penser cette condamnation morale, cette réprobation morale de la prédation, nous devons prendre les moyens techniques de leur imposer le respect d'autrui de gré ou de force.
D'ailleurs, Thomas Lepelletier va jusqu'à imaginer qu'on puisse changer le génome des lions s'il le faut pour leur interdire d'aller manger leur copine, la gazelle. Alors, je prends un exemple extrême. Peut-être que tous les antispécistes n'adhèrent pas nécessairement à ce point de vue. Puis, l'antispécisme, c'est une nébuleuse, comme tous les grands courants progressistes plutôt de gauche. C'est-à-dire que vous avez plein d'individualités qui cohabitent dans ce même mouvement, tout en débattant entre eux, tout en construisant aussi quelque chose. Donc, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Il y a des hypothèses, des débats qui existent en son sein. Vraiment, le cœur de l'antispécisme, c'est la définition que vous en avez lue tout à l'heure, c'est le refus de préférer une espèce plutôt qu'une autre, en particulier le refus de préférer l'humain plutôt que les autres animaux, mais ensuite, au sein de ça, bon, il y a des idées qui vont dans tous les sens. Mais certains antispécistes vont jusqu'à condamner la prédation, et c'est là que moi je trouve ça très intéressant, c'est qu'au fond, c'est conférer à l'homme quasiment un rôle de médiateur au sein du monde vivant qui va jusqu'à une certaine hubris morale, puisqu'il ne s'agirait pas simplement de nous contraindre à une morale qui va beaucoup plus loin que celle à laquelle on se croit contraint aujourd'hui, mais en plus d'imposer cette morale au reste du vivant. Comme si l'homme était en fait à nouveau le divin législateur qui allait régenter l'ordre des choses dans la nature. Le but ultime de l'antispécisme, ce qu'il y a derrière, c'est la détestation de la souffrance, mais plus que sa détestation, c'est l'idée selon laquelle on pourrait la combattre définitivement, voire y mettre un terme. Comme d'ailleurs le transhumanisme combat la mort qui est une limite à la vie de l'homme, l'homme conçu aujourd'hui par l'humanisme rationaliste, c'est-à-dire l'homme fini, l'homme dans sa vie physique, animale. C'est cet homme qui craint de mourir parce qu'il a peur de disparaître une bonne fois pour toutes et qui ne croit à rien d'autre, ni même à la perpétuation de son propre souvenir après sa mort. Eh bien, l'antispécisme, c'est de la même façon que le transhumanisme refuse la mort, c'est le refus de la souffrance. Et c'est la foi un peu naïve dans l'idée que l'homme pourrait un jour s'affranchir et affranchir l'ensemble du vivant de toute forme de souffrance. Là, on est complètement dans l'hubris, c'est-à-dire une pensée complètement désincarnée, sortie du réel, et qui croit en l'illimitation de la puissance d'agir humaine. Vous avez donc décrit aussi, à travers ce livre, comment on mène un combat culturel, finalement, parce que c'est assez exemplaire, cet antispécisme, avec ses 3 stades, le stade éthique, le stade culturel, le stade politique. Une manière d'y répondre, c'est votre essai, où on décortique l'idéologie qui avance, en l'occurrence une idéologie qui cherche à déconstruire l'homme tel qu'on le connaît, déconstruire la dignité humaine, finalement. Quels seraient les autres outils pour résister à ce type d'idéologie? D'autres outils pratiques, au-delà de la question conceptuelle, de la réflexion. C'est-à-dire, si je comprends bien, la question c'est comment est-ce qu'on répond au militantisme qui accompagne la déconstruction par une autre forme de militantisme ou de... Pas forcément une autre forme de... Quels sont les outils, de la même façon que vous avez choisi de déconstruire cette idéologie par le biais d'un essai, de la même façon, leurs méthodes sont intellectuelles au départ, lors de la réflexion, de l'ordre éthique, puis plutôt culturelle. Donc, quelles seraient les réponses culturelles? Votre réponse est plus la réponse au premier stade. Est-ce qu'il y aurait des réponses à donner pour le stade 2 et 3, c'est-à-dire le stade culturel et le stade politique? Oui, alors effectivement, moi j'essaie de montrer le monde que nous préparent les antispécistes, c'est-à-dire de montrer l'aboutissement de cette pensée si jamais elle devenait hégémonique, si jamais elle obtenait gain de cause dans sa transcription politique et culturelle, et de montrer qu'effectivement ce monde-là amoindrirait énormément la vie de l'homme et la noblesse, la dignité de l'homme. Bon, ça c'est une première chose, effectivement. Quelque part, c'est peut-être pas suffisant parce que force est de constater que j'ai affaire un peu à un mur en face de moi et que les antispécistes, évidemment, refusent d'accepter la légitimité de mes arguments. Alors, soit qu'ils me disqualifient d'emblée en disant de toute façon, votre avis n'est pas intéressant parce que vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes au Figaro, vous êtes machin, que sais-je. Ou alors, soit ils refusent d'admettre, ça c'est souvent assez intéressant, ils sont de mauvaise foi, ils refusent d'admettre que le monde qui nous prépare est vraiment celui-là. C'est-à-dire qu'ils trouvent toujours le moyen ou la parade pour dire attendez, là vous avez cité un tel ou un tel, mais en fait moi je suis pas d'accord avec lui, moi je propose plutôt ceci ou plutôt cela, et puis en fait à la fin on vous dites oui mais Émeric Caron a écrit que, et puis on vous dit non mais attendez, Émeric Caron c'est un crétin, il peut pas parler en notre nom, puis vous dites attendez mais Peter Singer écrit que, ah non mais Peter Singer c'est pas pareil, alors oui Peter Singer d'accord, mais en fait c'est lui utilitariste, on a évolué depuis machin, Donna Haraway écrit que, et puis Derrida et puis machin, et puis ça, ils finiront toujours par vous dire que non, en fait ils sont sur une autre ligne parce qu'ils ont une pensée un peu plus complexe et que voilà. Ils ont juste
justement passé le stade éthique, ils sont arrivés au stade culturel et politique. Et puis avec une espèce de mauvaise foi militante. Donc, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, le dialogue des idées, à terme, n'est pas suffisant. Et il faut être capable, à mon avis, de défendre, avant même d'être dans la réponse ou l'argumentation face à un courant qui émerge, il faut être capable d'abord de défendre et d'illustrer ce qu'on est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce dont on souffre, c'est de l'incapacité dans laquelle nous sommes de dire « l'homme est bon ». L'homme est bon, et il est bon d'être un homme, et il faut être fier et joyeux d'être ce que nous sommes. C'est-à-dire ce discours d'affirmation à la fois humble, joyeuse et responsable de notre identité. J'aime bien ce triptyque, c'est-à-dire que vraiment, l'antispécisme est une des manifestations de la difficulté plus globale qu'on a aujourd'hui d'assumer des identités, c'est-à-dire des identités construites. Il faut les déconstruire, c'est-à-dire il faut dire d'où elles viennent, à qui elles profitent, et pourquoi est-ce qu'il est oppressif de continuer de raisonner de manière encore aussi corsetée. Donc ce problème qu'on a avec les identités, et qui est lié au fond à un ressort plus psychologique que réellement intellectuel, qui est lié à la haine de soi, qui est devenu aujourd'hui peut-être le parangon de la vertu morale. Eh bien, face à cette haine des identités, il faut défendre l'identité, mais pas une identité fantasmée, pas une identité reconstruite artificiellement de briques et de broc en disant puisque il faut pas être dans la réponse face à ça et de dire attendez quand même vous êtes un peu trop injuste avec... Non, il faut redire fièrement, bravement et librement ce qu'on a toujours dit au sujet de l'homme, c'est-à-dire qu'est-ce qui glorifie l'homme, qu'est-ce qui fait que nous sommes fiers aujourd'hui d'être des hommes au sens des êtres humains, des personnes humaines, qu'est-ce qui habite aujourd'hui notre humanité, qu'est-ce qui fait qu'on aurait l'impression de se perdre nous-mêmes si l'on renonçait à se définir encore aujourd'hui comme des personnes humaines et pas simplement comme des animaux humains. Vous voyez ? Et donc ça passe par plusieurs choses. D'abord par l'étude de l'homme en tant qu'homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la haine de l'identité est souvent liée à une méconnaissance de l'identité. Je ne m'aventure pas plus que ça sur la question des identités de genre ou des identités sexuelles, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur la façon dont aujourd'hui, la façon notamment dont le féminisme ou la pensée queer, vraiment de détricotement des identités sexuées, progresse à la faveur d'une vision extrêmement caricaturale de l'identité sexuelle. Si la meilleure réponse qu'on a opposée aux féministes, c'est l'espèce de masculinisme ou de virilisme complètement crétin qui nous est vendu à longueur de vidéos YouTube mal dégrossis, ou des espèces de mecs testostéronés à n'en plus pouvoir viennent nous dire hey, les gars, regardez ce que c'est qu'être un mec, mais alors on a nécessairement perdu. Parce qu'on a oublié justement toute la subtilité de la pensée occidentale, même l'expression dans les arts, dans les lettres, de la façon dont on a justement dépeint la spécificité de ce que c'est que d'être un homme, au sens cette fois-ci masculin, d'être le produit de cette culture qui a érigé la masculinité presque au rang d'art de vivre. Bon, et bien de la même façon, il faut sortir de la caricature et se réintéresser à la personne humaine dans ce qu'elle est, c'est-à-dire pas simplement un viandard en manque de barbecue, mais dans ce qui fait la noblesse de l'homme. Et ça a un nom, ça s'appelle l'anthropologie. Pendant longtemps, c'était considéré comme une science, ou en tout cas au moins comme une discipline universitaire, et qui était encore pendant très longtemps enseignée dans le corpus des différentes disciplines qu'on pouvait étudier à l'école. Aujourd'hui, on n'étudie plus l'homme en tant qu'homme. Alors on fait ce qu'on appelle l'anthropologie. En fait, c'est une branche de la sociologie qui s'intéresse plutôt à l'étude comparée des différentes traditions culturelles d'une ethnie à une autre. Bon, pourquoi pas ? C'est intéressant, c'est déjà une façon de parler de l'humain. Mais l'anthropologie qui nous définit la personne humaine comme corps, âme et esprit, avec en partage le corps et l'âme qui sont aussi présents chez l'animal, quoique de façon différente, avec un rapport entre l'âme et le corps qui n'est pas exactement le même. Et puis l'esprit humain qui justement le spécifie complètement, lui donnant la possibilité de raisonner non pas à partir du phénomène seulement, mais à partir de la question du sens. Tendez un billet de banque à un animal, ça c'est un argument que j'emprunte à Étienne Barmnet, qui est un philosophe des sciences, qui l'a très bien montré. Tendez un billet de banque à un animal, il y verra un morceau de papier. Tendez-le à un humain, il y voit un billet de banque. C'est-à-dire qu'il est capable de donner un sens à une matérialité objective qui ne se différencie pas du reste des autres morceaux de papier. Voilà. L'homme est capable, parce qu'il se pose la question du sens et de l'essence des choses, de voir plus qu'il y a dans une chose, de voir des symboles, de voir qu'un billet de banque est l'expression de la confiance fiduciaire que se fait une société, et qui est en fait au fond l'une des manifestations les plus complexes et les plus admirables de la subtilité des rapports humains au sein d'une communauté donnée. C'est ça la monnaie, c'est fascinant. Bon, les humains sont les seuls à être capables de comprendre ça et de penser ça. Donc vous voyez bien qu'il faut être capable de repenser, de recomprendre, de réétudier ce qui fait la personne humaine dans la complexité de ces trois dimensions,
et de ne surtout pas tomber dans le piège réductionniste de ne vouloir plus regarder l'humain qu'au travers du prisme scientifique ou du prisme même biologique, parce que l'homme est beaucoup plus que l'objet d'étude de la biologie, et puis de réenchanter cela en disant de nouveau notre fierté d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire en se rappelant au fond que dans notre histoire, dans l'histoire des hommes, il y a bien d'autres choses que simplement la longue liste des massacres et des abominations que nous avons commis. Et d'ailleurs, assez souvent, lorsqu'on parlait de cela, on parlait d'actes inhumains, c'est-à-dire qu'on considérait qu'ils étaient une offense qui était faite au nom même de l'homme. Pierre Manant dit cette phrase extraordinaire, il dit au fond, jamais autant qu'aujourd'hui, le nom de l'homme n'a été partout prononcé sans qu'en même temps on ne sache vraiment ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on invoque l'homme comme un concept creux dont on parle encore parce que l'homme, c'est ce qui permet de donner des droits de l'homme, et les droits de l'homme sont le fondement de notre droit positif contemporain. Donc on peut difficilement évacuer la question de l'homme. Mais l'homme des droits de l'homme est un homme de plus en plus appauvri, de plus en plus dépouillé justement de ce qui fait la complexité de son identité. Donc être capable de recolorer cette identité, de se réapproprier ce que nous sommes en tant qu'humains et pas en tant qu'autre chose. Eh bien, là, à mon avis, c'est la première chose. Défense et illustration de la personne humaine. Et encore une fois, de retrouver une forme de fierté de dire ce qu'on est, fierté qui ne peut être corrélée qu'à une forme de modestie et d'humilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'humanité sans responsabilité. L'homme prend conscience qu'il est homme, quand en même temps il prend conscience qu'il est le gardien de tout ce qui n'est pas humain dans le monde. Il y a cette phrase que je trouve magnifique et extrêmement inspirante de deuxième concession au terminal L. J'ai dit inspirante, je déteste ce mot. Non, mais extrêmement belle, extrêmement féconde. La version chic de inspirant, c'est dire fécond. De Ernest Hemingway, dans ce livre qu'on a quasiment tous lu quand on était gamin, c'est Le vieil homme et la mer. Donc il parle de Santiago, le vieux pêcheur qui essaie de remorquer je crois que c'est un marlin, enfin son grand poisson, même plus grand encore que sa barque, et dont il est quasiment tributaire. En fait, c'est plus lui qui se fait remorquer par le poisson que vraiment lui qui le tire. Eh bien, il dit cette phrase extraordinaire qui, à mon avis, résume tout le mystère de la présence au monde de l'être humain. Poisson, je reste avec toi jusqu'à ma mort. C'est-à-dire qu'effectivement, la fierté qu'on a d'être des humains n'est pas une négation du non-humain, n'est pas une oppression faite à ce qui n'est pas nous. C'est une espèce de reconnaissance d'une complicité intime qui existe entre l'humain et le non-humain, de dire que de toute façon, parce que nous sommes humains, nous sommes membres à part entière, nous sommes incorporés à la nature, c'est-à-dire que nous faisons partie d'une réalité qui nous préexiste et qui continuera d'exister après notre mort, une réalité sur laquelle nous n'avons pas prise. Alors je sais que la nature, c'est un mot qui est très contesté. Aujourd'hui, beaucoup de philosophes aimeraient s'en affranchir. Et donc, du coup, la nature, comment est-ce qu'on peut la définir de façon vraiment la plus basique possible? C'est ce que dit Lewis, l'auteur du Monde de Narnia, qui n'a pas seulement écrit des romans jeunesse, mais qui a écrit des réflexions philosophiques qui sont des véritables bijoux, d'une concision et d'une pression extraordinaire. Eh bien, Lewis, il dit, la nature, c'est tout ce qui est extérieur à nous-mêmes et par quoi nous nous faisons signe. C'est-à-dire tout ce sur quoi nous n'avons pas prise, mais qui permet justement d'habiter un monde commun. Eh bien, précisément, l'homme est un membre à part entière de la nature parce qu'il y a une nature humaine, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont communes à vous, à moi et à tous les autres êtres humains, et qui nous permet justement d'habiter le monde ensemble et de nous comprendre. Car si nous n'avions rien de naturel en nous, c'est-à-dire que si nous n'avions rien qui nous dépasse et qui dépasse l'individualité de la vie vécue, eh bien, nous ne pourrions plus rentrer en relation l'un avec l'autre. Il faut qu'il y ait des choses en commun, et ce sont ces choses-là qu'on peut appeler la nature. Eh bien, l'homme, fier d'être ce qu'il est et en même temps humble par rapport à ce qu'il n'est pas, c'est l'homme qui reprend conscience de cette responsabilité à l'égard du vivant, qui, à mon avis, est une responsabilité joyeuse, parce qu'au fond, c'est dans l'expérience qu'il fait de sa propre limite que l'homme, en même temps, prend conscience de sa puissance d'agir. Parce que l'imitation de l'homme, au fond, c'est l'homme complètement hors sol, l'homme complètement désincarné, qui, au fond, ne se rend même plus compte de quelle est vraiment sa puissance d'agir au sein du monde, qui n'en est réduit plus qu'à une pensée complètement évanescente, qui peut-être est jolie dans des traités d'antispécisme, mais qui n'a pas une grande consistance ensuite dans la réalité. Ça ferait office de très belle conclusion, mais est-ce que vous voulez ajouter un mot, peut-être avant de terminer cet entretien? Je pensais à une devise qui figure sur un de vos réseaux sociaux, Etiam si omnes ego non. Si tous, moi pas. Ouais. J'aggrave mon cas, c'est encore une citation de l'Évangile, c'est ce que dit Saint Pierre à Jésus-Christ en disant « Si tous te trahissent, Seigneur, moi je ne te trahirai pas ». Ce qui est un peu un clin d'œil amusant, parce qu'évidemment l'histoire montre que par ailleurs,
quelques temps après avoir prononcé cette phrase, Pierre justement trahit le Christ. Donc il y a un peu une forme un peu d'effronterie dans cette devise. Moi j'aime bien. Je trouve que le côté anticonformiste est assez sympa. J'aime bien l'idée de dire qu'effectivement, c'est pas parce que tout le monde pense comme ceci ou comme cela qu'on doit nécessairement être tributaire de cette pensée. Alors, moi, j'en fais presque un combat. C'est-à-dire que je m'inquiète presque aujourd'hui, j'en suis rendu là, des consensus. C'est-à-dire qu'une pensée pour moi consensuelle que personne n'ose remettre en question, et j'ai peur que tôt ou tard, la sensiblerie à l'égard de l'animal finisse par être tellement consensuelle qu'effectivement personne n'osera interroger les présupposés idéologiques qu'il y a derrière et que ça finisse par devenir dominant. Ça m'inquiète parce que j'ai l'impression qu'au fond, on expédie maintenant certains débats, alors la question de l'animal ou d'autres, sans prendre le temps de sous-peser les arguments. Voilà. Il y a quelque chose de rassurant dans un débat un peu clivant où les positions ne sont pas du tout conformistes d'un côté ou de l'autre. C'est de se dire que les gens ont vraiment réfléchi à ce dont ils parlent. Et je crois vraiment, pour faire un peu le pont entre l'anticonformisme comme espèce d'attitude intellectuelle réflexe et la question animale, c'est que au fond, peu importe ce que les gens considèrent comme juste ou injuste à l'égard des animaux, peut-être qu'on a encore beaucoup d'avancées à faire sur la question animale. Simplement par pitié, il faut continuer de poser le débat dans sa complexité et ne pas évacuer la vraie question au fond, qui n'est pas de savoir ce que les animaux méritent ou non, mais qui est de savoir qu'est-ce qui les différencie de nous. Ça, c'est le plus important. Et voilà. Et même si tout le monde abandonne la question de savoir ce qu'est l'homme et qu'est-ce qui définit encore la personne humaine, j'espère que je serai encore là et qu'on sera de plus en plus même nombreux à le défendre, parce que si vous supprimez la question de l'homme et donc en fait au fond la référence à l'humanité, le risque est grand d'abolir en fait les derniers murs porteurs de toute la civilisation des hommes. Eh bien merci Paul Sugy, merci pour ce bel et long entretien. Merci à vous. Puis merci pour l'essai donc vous venez de publier, L'extinction de l'homme, que je recommande à tous. Et puis à tous, passez une excellente soirée. N'oubliez pas que vous pouvez accéder à nos contenus maintenant aussi sur livrenoir.fr, sur notre plateforme vidéo. Et puis abonnez-vous, parlez de nous et commentez cette vidéo. À bientôt. Livre Noir, c'est votre média. Une formule élégante qui, en 3 mois, grâce à votre soutien, a diffusé près d'une 30aine de portraits intimes et originaux. Et cela sans autre moyen que notre passion. Nous avons décidé de franchir une nouvelle étape en lançant une web TV. Pourquoi ? Pour être la grande peur des bien-pensants. Pour continuer notre travail en cas de censure YouTube et pour vous offrir d'autres formats inédits, documentaires, débats, reportages. Alors si vous appréciez Livre Noir, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site et à nous envoyer vos dons. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà.